Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. C'est l'heure du conseil de classe. Bienvenue sur le trèfle à tous et à toutes. Ce soir, on va faire le point et on va noter la saison et les joueurs pour toute la saison écoulée. Alors, pour m'accompagner, j'ai d'abord Hugo qui est avec nous. Salut Hugo. Salut Cédric, salut à tous. Et il y a aussi Elias. Salut Elias. Salut professeur principal et petit délégué Hugo qui est à mes côtés pour noter les joueurs et le reste. Ouais, alors faut dire que les délégués, attention, ils sont durs, hein. Ils vont être sévères ce soir. Ça rigole plus là. C'est l'heure du bilan. Alors on a quand même vu qu'une belle fin de saison, une belle année 2022, mais on a quand même eu aussi une année 2021, début de saison assez difficile. Vous voulez refaire un petit tour vite fait sur le bilan global de la saison, les émotions que ça vous a généré? Moi, je peux y aller si tu veux. Disons que le premier trimestre a été très décevant. Honnêtement, avertissement travail, avertissement comportement, avertissement tout ce que tu veux. Bizarrement, à partir du second trimestre, on a enfin retrouvé les Celtics, une équipe conquérante qui avait envie de jouer, qui a commencé à enchaîner les victoires. Bon, certes, face à des adversaires, on va dire abordables, pour pas dire autre chose. Mais fort heureusement, la bonne impression en tout cas du deuxième trimestre, hein, qui s'est conclu par des encouragements. C'est plutôt confirmé sur la fin de saison et même sur les playoffs. Donc au global, franchement, c'est une année qui est quand même satisfaisante parce que quand tu vas en finale NBA, ça peut pas être autrement. Donc on peut dire que l'élève Celtics a bien progressé tout au fil de la saison, quoi, en gros. Exactement. Il a tenu compte des avertissements du conseil de classe. Donc bravo à cet élève. Au moins on sert à quelque chose, c'est cool. Elias, un petit mot Ouais, juste pour rappeler quand même d'où on vient, hein, l'année 2021, le début de saison, comme on dit, le premier trimestre, était quand même pas loin de la catastrophe. C'était très difficile. On était à quoi, 17-21, 18-21 au moment dans la saison. Ouais. Donc on était bien en dessous de 50% de victoire, tout ça. Au-delà de ça, l'équipe était absolument irregardable. Enfin, personnellement, j'en avais marre de les regarder. J'avais pas un rythme de vie très bon, donc je continuais à les regarder, mais c'était quand même très difficile à regarder, notamment à cause de certains joueurs qu'on évoquera un peu plus tard. Mais ouais, il y a eu un événement, un déclic, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'équipe, moi j'ai ma théorie. Moi, je pense que le triple-double de Robert Williams au Nouvel An contre les Suns a envoyé un signal à cette équipe qu'elle pouvait être quelqu'un. Et on a eu un retournement, je suis pas spécialiste, hein, mais quand même historique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'histoire de la NBA qui sont passées d'aussi nulles et aussi décevantes au final NBA à quoi, 2 victoires d'être champion NBA. Donc ouais, c'est quand même dans sa globalité une saison très satisfaisante, surtout sachant d'où on partait, quoi. C'est vrai que c'était assez surprenant ce retournement de situation. Alors que comme tu disais, ouais, l'hiver et le mois de décembre, fin décembre, janvier, là, ça a été très 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 dur pour le moral, pour maintenir, pour suivre l'équipe. Il a fallu s'accrocher, ouais. Eh ben, écoutez, c'est pas mal comme petit retour sur la saison. On va enchaîner direct par la première partie. Alors, on a eu des joueurs qui étaient là en début de saison et puis qui ont été tradés en cours de saison, surtout en février où Brad Stevens a fait des réajustements nécessaires qui nous a permis aussi de faire cette belle deuxième moitié de saison. Et faut quand même en parler un petit peu. Alors je vais les donner en vrac. Dennis Schroeder, Juancho Hernan Gomez, Jabari Parker, Josh Richardson, Romeo Langford, Bruno Fernando et Enes Kanter, qu'il fallait pas oublier quand même.
Donc, de tout cela, on va juste distribuer, je pense, juste des bons points à ceux qui méritent, sauf si vous voulez vous attarder sur tout le monde, mais je pense que au moins déjà, il y a quand même des joueurs qui ont participé positivement à la On peut quand construction même de en l'effectif. distribuer des mauvais points. Hein. On peut Et quand même des mauvais distribuer des aussi. mauvais points. Oui, bah oui, on va commencer par les mauvais, tiens. Enes Allez, vas-y, Kanter, Elias. Enes Kanter ou Enes Freedom selon la CIA. Ah oui, c'est Euh, vrai. absolument, bon, bah, pas grand-chose à dire à part Rip Bozo. J'espère que la retraite sera cool. Sinon, les négatifs, Dennis Schroeder. J'ai eu un peu des flashbacks de Jeff Teague, c'est-à-dire que c'était un peu une garde absolument insupportable à regarder jouer. Vraiment, j'ai rarement eu des joueurs que je détestais autant dans mon équipe que ce mec. Il était plutôt bon et il avait un apport absolument énorme par rapport à son contrat, mais juste c'était un enfer, quoi. Ça ne marchait pas du tout. Le style de jeu, la fausse défense, parce qu'il faisait semblant de défendre, mais en vrai, c'était pas si bien que ça. Ouais, non, j'ai très mauvais point là-dessus. Sinon, Bruno Fernando et Jabari Parker, bon, c'est très anecdotique, on n'a pas grand-chose à dire sur eux. Juste un petit point sur Hernan Gomez. Premièrement, merci pour la trade exception qu'on utilisera peut-être à la deadline l'année prochaine. Et aussi, bon point pour le jeu d'acteur dans le dernier film avec Adam Sandler. C'était pas mal. Voilà. S'il avait pu être aussi bon que dans le film, ça aurait été bien pour nous. Hein, Ça aurait été pas mal, ouais. Et sinon, vas-y Hugo pour les bons points, s'il y en a. Non, bah, juste pour revenir vite fait sur les points négatifs, tu parlais de Juancho Hernan Gomez. Moi, je tiens à quand même afficher le comportement de ce mec parce que il se fait trader, il envoie des giga déclarations pour taper sur les égos qu'il y aurait dans cette équipe, alors que le mec a juste le seum en fait. Donc c'est tout. Alors, par rapport à ça, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. J'ai eu plus l'impression qu'il parlait, moi, de ce que j'en ai ressenti de ces déclarations, j'ai plus eu l'impression qu'il parlait justement de Dennis Schroeder et peut-être Josh Christensen, et pas de. Parce qu'il y a aussi des commentaires, des super bons commentaires sur les autres, sur Tatum, sur Brown, tout ça. Donc je pense qu'il disait qu'il y avait un problème d'ego dans l'effectif au complet, et qu'ils ont trouvé. Il disait aussi qu'ils ont trouvé à la deadline un bon équilibre et que ça marchait bien. Donc je pense que sur ça, ça peut peut-être revenir sur. Je pense surtout Dennis Schroeder, peut-être un peu Richardson qui est Ok. un peu mystérieux aussi. J'avais pas vu la décla en entier. Je vais pas te mentir que j'avais pas forcément envie de cliquer sur une décla. Ouais. Donc voilà. Mais donc merci mon cher délégué de compléter mes propos. Toujours là pour les faits. Mais sinon non. Ouais, point très très négatif sur Dennis Schroeder. Genre vraiment. Enfin, Elias te disait, c'est un des pires joueurs qu'on ait. Bah, à voir dans notre équipe, c'est vraiment un enfer. J'ai encore des flashbacks, des fins de match avec Marcus Smart et Dennis Schroeder dans le backcourt. Ouais. Tu vois, des fois, je fais le signe de Reggie Miller au Garden, là. Le signe de strangulation. Ouais. Mais quand je pense à ça, je le fais sur moi-même des fois. Mais, mais voilà, enfin, très très difficile le passage de Dennis Schroeder. Après, merci quand même à lui parce qu'il a accepté de venir chez nous sur un petit contrat. Bon, certes, il n'y avait pas forcément d'autres options, mais quand même, merci d'avoir fait ce choix-là. Bon, il aimait vraiment la franchise pour le coup. Bon, c'est juste vraiment un fit qui ne fonctionnait pas. Mais c'est pas un mauvais joueur en lui-même. D'ailleurs, on le voit à Houston, il fait des plutôt bons matchs dès son arrivée. Et sinon, ouais, bon, pour les autres, Enes Freedom, je préfère l'oublier, cet homme. Hein. Pareil, les déclarations au début de match, il se plaignait de son temps de jeu, alors que, bah, en fait, il jouait juste pas parce qu'il était nul, quoi. Donc voilà. Et Bruno Fernando, Jabari Parker, merci à eux d'être passés. Bruno Fernando, très bonne Summer League. Hein. On a pris du plaisir l'été dernier. Donc voilà. Bon point peut-être pour ça. Mais sinon, bon point pour Josh Richardson quand même sur son passage. Qui, on va pas se mentir, quand il est arrivé, moi j'étais plutôt content parce que c'est un joueur que j'aimais bien, notamment à Miami. Il était en échec total à Dallas. Ça fitait pas du tout avec Luka Doncic. Donc on l'a récupéré contre rien, contre Moses Brown juste contre Moses Brown d'ailleurs. Et une partie de la trade exception de Gordon Hayward. Donc voilà, on l'a récupéré contre rien et on a réussi à en tirer, bon certes avec d'autres assets, mais on a réussi à en tirer Derrick White. Donc rien que pour ça, c'est un bon point, même si, bon, comme Dennis Schroeder, c'était pas forcément le meilleur fit pour l'équipe. Ah, c'est vrai que Josh, il était mal en point à Dallas. Hein, et, comme tu disais, c'est vrai qu'il avait fait un bon début de carrière à Miami. Mais enfin, tout le monde le disait fini, quoi, en fait. Et enfin, pour moi, c'est un bon point parce que il a vraiment prouvé quand il était chez nous
qui pouvait jouer bien et des deux côtés du terrain, parce qu'il était, il apportait en défense collectivement et aussi en attaque de temps en temps. Donc, il a réussi à se relancer un peu sa carrière chez nous, quoi, quand même. Ouais, d'ailleurs, il a continué à prouver ça à San Antonio après son trade. Il a quand même plutôt bien joué encore dans ce qu'il faisait. Rien de très impressionnant, mais un bon rôle qui va bien avec eux là-bas. Donc j'espère qu'il va continuer à bien jouer. Et du coup, on en vient au joueur le plus Ah, important, le chouchou. le, le, le premier de la classe, mais qui était trop Vas-y, occupé à Elias. bavarder au fond de la classe. Romeo Langford. Donc bon, on n'a peut-être pas le meilleur panel d'intervenants là entre Hugo et moi pour parler objectivement de Romeo Langford, mais on en parlera après de Brad Stevens. C'est le seul mauvais move de Brad Stevens d'avoir envoyé Romeo Langford à San Antonio. Il nous manquera profondément. C'est notre chouchou. Et j'espère qu'il va avoir du temps de jeu là-bas, qu'il va prouver ce qu'il est capable de faire. Mais il va nous manquer. Gros bon Ouais, point pour son existence et sa présence. ouais, puis il faisait des bonnes prestations quand il était, tant qu'il était chez nous. Oui, Enfin, bon, cette saison, ça allait, quoi. honnêtement, il n'était pas très impressionnant. Il n'était pas au niveau attendu d'un joueur pique à ce Ouais. niveau-là et tout ça, mais il a jamais eu vraiment des très bonnes occasions. Il a eu beaucoup de malchance niveau blessure et il avait montré en playoff l'année dernière qu'il pouvait être quand même assez efficace, notamment en défense. Malheureusement, il a dû partir pour Derrick White. J'espère que ce sera, pour l'instant, ça s'est montré plutôt efficace, mais j'espère que ça continuera de l'être. Hugo, un petit mot pour Roméo. Bah, Objectif. non, mais comme Enias l'a dit, en tout cas, si on prend juste le côté défensif, c'était pas loin d'être le premier de la classe sur le début de saison. Bon, parce qu'il était vraiment, vraiment très impressionnant. J'ai encore le souvenir d'un match contre Minnesota, on a 50 milliards de blessés. On joue avec Jaylen Brown en franchise player, et Dieu sait que je veux oublier ce match parce que c'était catastrophique. Alors, ok, il est nul en attaque sur ce match-là, mais la défense qu'il propose, c'était vraiment ultra, ultra impressionnant. Et je prends ce match-là comme exemple, mais il y en a des tonnes d'autres, vraiment. Donc voilà, il n'était pas au niveau en attaque notamment. Après, pas forcément très bien utilisé dans un rôle de spot-up shooter quasi exclusif dans le corner. Malgré tout, il n'a pas des mauvais pourcentages chez nous. Donc il est en progression. Après, malheureusement, il joue pas à San Antonio. Donc un peu déçu pour ce très bon élève. Mais je pense qu'il aura notamment un peu plus d'occasions l'année prochaine à San Antonio. En tout cas, j'espère pour lui parce que c'est vraiment un bon joueur. Et ça me déchirait le cœur de le voir échouer. Moi, j'espère aussi, mais c'est vrai qu'à San Antonio, sur les postes où il joue, il y a du monde, donc à voir comment il sera utilisé, quoi. Affaire à suivre, donc du coup. Du coup, on va passer au bout du banc. On a fait une petite liste de joueurs qui sont très très doués pour agiter les serviettes, qui mettent une bonne ambiance sur le banc, qui réagissent très fort sur les contres ou les gros dunks des titulaires. Il y en a deux qui étaient donc deux two-way, donc Matt Ryan et Broderick Thomas. Il y a Nick Stauskas et Juan Morgan qui sont arrivés, et Malik Fist qui sont arrivés donc après les trades et qui ont très très peu joué. On a et Luke Cornett aussi, mais quand même Monsieur Luke Cornett qui est quand même à 100% sur ses finales NBA parce qu'il a mis un seul 3 points, donc comme ça. C'était pour la petite stat. Et sinon, il y en a deux autres qui ont quand même beaucoup plus joué. C'est Sam Hauser et Aaron Nesmith. Alors du coup, je vais vous laisser. Il va être temps de sortir les notes et de dire ce que vous en pensez. Hugo, vas-y, je te lance. Juste avant d'aller sur Aaron Nesmith, parce que je vais pas être très gentil, juste distribuer comme un bon point pour Malik Fitz, qui est peut-être le meilleur hype man de NBA. Genre vraiment, il est très bon dans ce rôle. Et sinon, pour revenir sur Broderick Thomas, je pense que c'est probablement l'un des pires joueurs que j'ai pu voir à Boston. Je le trouve mais vraiment nul. À chaque fois qu'il joue, je trouve qu'il n'y a rien dans ce joueur. Autant j'avais plutôt apprécié ses passages chez les Cavs. Je trouvais que c'était un 2 assez grand, assez élégant. Mais alors là, chez nous, et pour le coup, j'ai regardé de la G-League. Même en G-League, il n'y a aucune impression de facilité. Tout ce qu'il fait, j'ai l'impression que c'est un peu haché. C'est vraiment pas très esthétique. Donc voilà. Sinon, pour aller sur Aaron Nesmith, moi, je vais le dire très méchant, je pense. Mais je vais lui mettre la note de 6 sur 20. Oui, aïe, aïe. Parce que je vais y aller directement.
Beaucoup me disent que Aaron Nesmith n'a pas eu sa chance à Boston. Alors moi, je serais pas vraiment d'accord avec ce postulat-là pour deux raisons. La première, c'est que l'année dernière, d'accord, il n'a pas eu sa chance en première partie de saison et je peux le comprendre parce qu'il était vraiment pas prêt. Ensuite, il a montré quelques flashs, notamment, je me souviens d'un match contre San Antonio, le match où Tatum met 60 points. Donc voilà, il montre quelques flashs. Il joue en playoff où moi personnellement, j'ai trouvé très mauvais. Mais bon, voilà, je sais que je suis pas d'accord avec beaucoup de membres de la commu Celtics, mais pour ma part, en playoff contre les Nets l'année dernière, j'ai trouvé très mauvais. Donc voilà, au contraire justement de ce qu'Elias disait tout à l'heure sur Romeo Langford qui avait montré de vrais flashs sur cette série. Nesmith, pour moi, c'était pas le cas, donc je l'attendais vraiment au tournant cet été, si je puis dire. Il a fait une excellente Summer League où il termine, où Boston fait une finale. Il est très très bon. C'est probablement avec Pritchard le meilleur Celtic sur l'ensemble de la Summer League. Mais derrière, au training camp, il n'a pas su saisir sa chance, là où Langford, qui avait été décevant en Summer League, a réussi lui à saisir sa chance à se faire une place dans la rotation. Donc ça, quand on me dit que Nesmith n'a pas eu sa chance, pour moi, il l'a eu déjà dès le training camp, parce que au training camp, les chances elles étaient remises à zéro pour quasiment tout le monde. D'accord, il y a Tatum, Brown, etc. Bon, c'est sûr que pour eux, même s'ils faisaient un mauvais training camp, voilà, ils auraient eu un rôle de rotation. Mais Aaron Nesmith, il a eu, je pense, les mêmes chances qu'Aaron Langford, et c'est Langford qui a réussi à craquer la rotation. Donc voilà, donc ça c'était sa première chance. Après, il a aussi joué dans l'année, on va pas se le cacher, pas beaucoup, mais il a quand même joué. Je me souviens plusieurs matchs. Et honnêtement, Nesmith, si je dois donner deux bons matchs de Nesmith sur la saison, parce qu'en fait j'en vois que deux, c'est le match contre New Orleans au Martin Luther King Day où il fait un bon passage en troisième quart et permet à Boston de revenir et gagner le match. Et un match à Miami où on a plein d'absents et où il step up un petit peu, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sur la dent dans cette saison. Sinon, on a vu un joueur très en difficulté, un joueur qui ne met pas ses tirs. Donc, c'est bien beau de dire en conférence de presse que c'est un shooter phénoménal ou de dire après sa draft que c'est un ultimate sniper. Mais à un moment, quand t'es un sniper, quand t'es un shooter, faut mettre dedans et il n'a pas réussi à le faire en NBA. Donc, je sais que je suis très dur dans mon analyse, mais pour moi, le constat il est simple et je vais finir sur ce point-là. Donc, pour moi, je l'ai déjà dit dans le podcast précédent sur la draft, mais je crois pas en une saison 3 flamboyante d'Aaron Nesmith, tout simplement parce que quand on compare par exemple à un garçon comme Grant Williams, qui est sorti de Tennessee, donc une université majeure de SEC, où il termine dans le premier 5 de la conférence pour sa dernière année, et il fait surtout 2 fois meilleur défenseur de la conf, la plus relevée du pays quand même. Donc c'était un joueur ultra abouti au moment de sa draft, alors que Nesmith, d'accord, il fait une saison freshman intéressante à Vanderbilt, où il termine, il fait 11 points de moyenne, je crois, avec peut-être 40% à 3 points, j'ai pas les stats. 50% à 3 points. C'est sa dernière, je crois, sa deuxième. Ah. Sa première année, je n'ai pas les stats en tête, mais bon, il doit être dans les 40%. Et après, c'est vrai qu'il y a un giga step-up sur le début de deuxième saison, il tourne à 23 points et plus de 50% de points, mais il joue que 11 matchs et il joue surtout que les adversaires de calendrier hors conférence, parce qu'il se blesse dès le premier match de conférence face à Auburn. Il sort un peu après la mi-temps. Et derrière, on l'a plus revu Vanderbilt, qui est déjà une université très faible de SEC. Mais si en plus il joue pas le calendrier SEC, voilà, c'est un joueur qui est pour moi pas prêt, qui était pas prêt au moment de sa draft, qui est toujours pas prêt. Donc il va falloir vraiment s'améliorer parce qu'à ce jour-là, il est vraiment très négatif en défense. Même en attaque, il met pas ses tirs. Donc voilà, ça, pour le moment, je lui mets 6 sur 20 et je ne peux pas lui mettre plus. Et pour autant, je t'ai bien entendu sur le podcast d'hier, tu dis quand même que tu veux le garder, quoi, malgré tout, quoi, parce que quitte à y aller, autant le garder jusqu'au bout, quoi, en gros. En tout cas, jusqu'au training camp. Si au training camp, vraiment, c'est toujours le même Nesmith que l'année dernière, là, c'est sûr que je serais plutôt chaud pour couper les ponts. Mais là, de toute façon, Nesmith, il a une valeur qui est quasiment négative dans un trade, parce qu'il a un contrat garanti à un peu plus de 3 millions l'année, je crois. Il a une team option pour l'année prochaine, donc il sera vraisemblablement pas activé, sauf bonne saison de sa part. Mais voilà, donc c'est pour moi sa dernière chance cet été. S'il arrive au training camp et qu'il est toujours aussi moyen, là oui, d'accord, on coupe les ponts, on peut les changer contre n'importe quoi, même le couper, ça me fera ni chaud ni froid. C'est vrai que on l'attendait, mais c'est vrai que quand on dit on espère tous qu'il fasse une troisième saison comme Grant Williams, c'est pas par rapport
à son passé en université, c'est plus parce que Grant Williams nous a fait une très belle 3e saison, on va en reparler tout à l'heure, et que du coup on espère, vu que lui c'est sa 3e saison, c'est juste par rapport à ça que je pense que les gens disent ça en fait, quoi. Elias, un petit mot sur Aaron Nesmith? Ouais, bon, je vais essayer d'être un peu moins méchant parce que là c'était agressif. Déjà, le pauvre Broderick Thomas, il s'est pris une balle dans le crâne venue de nulle part. Broderick Thomas, j'ai rien à dire sur lui. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Hugo. Je pense que c'est un des joueurs qui dégage le moins que j'ai vu sur le terrain. Parce que vraiment, sur les quelques minutes en garbage time, hein, il a jamais vraiment joué une minute de rotation sérieuse. J'ai jamais rien vu de lui. Pareil, Angelique, je suis d'accord, j'ai regardé un peu. Catastrophique. Enfin, catastrophique, non, mais pas au niveau, quoi. Juste un petit mot sur Sam Hauser. Hugo en a pas parlé. On l'a presque pas vu dans des vraies minutes de rotation. En gros, on va pas lui mettre une note, on va lui mettre un encouragement avec beaucoup de travail requis, quoi. Il est très très intéressant parce que son profil il est grand et il tire à 3 points, quoi, en gros. Donc ça peut peut-être faire de lui un joueur de rotation. J'ai noté, il a 43% à 3 points en catch and shoot cette année, dont pas mal de tirs pas faciles parce qu'il prend des tirs un peu de merde en fin de match. Donc c'est quand même des bonnes stats en NBA, même si sur pas beaucoup de tirs, c'est pas non plus très représentatif, mais ça montre qu'il peut quand même être bon. Donc à voir, intéressant. Je pense que l'avoir au training camp et en Summer League, ce sera une bonne manière de le voir un peu plus sérieusement sur plus de minutes. Et sinon, sur Nesmith, je vais pas avoir beaucoup de choses à dire parce que Hugo a un peu tout lâché. Je le trouve un petit peu dur parce qu'on a vu quand même de Nesmith de l'engagement physique quand même assez important. C'est un peu tout ce qu'il apporte d'ailleurs quand il est sur le terrain. Il saute sur l'air bon, il court en transition. Défensivement, il se donne. Ça donne des blocs assez impressionnants de temps en temps, mais aussi beaucoup de fautes et beaucoup de mauvaises positions. Donc c'est un peu tout rien, on va dire. Donc ouais, va falloir vraiment prendre confiance à la fois en son shoot, à la fois en ses capacités de défense, parce que néanmoins, mine de rien, il fait quand même 1m98, il me semble. Il est assez large, assez musclé, donc il faudrait que ça ait un impact défensivement que pour l'instant je vois pas trop, sur l'homme en tout cas. Et ouais, donc beaucoup de choses à travailler. Je pense que comme Hugo l'a dit, il sera dans le roster l'année prochaine, à moins d'un gros trade où on met pas mal de joueurs pour des salaires. Il sera dans le roster parce qu'il n'a aucune valeur. Donc à voir ce que ça peut donner, mais si on fait le bilan de cette saison, c'est vraiment pas loin de catastrophique, quoi. C'est vrai qu'on l'attendait quand même un peu plus, même si pour autant il ne devait pas jouer beaucoup, quoi, mais quand il a eu sa chance, il a pas su la saisir en fait. Ouais, puis surtout c'est bête, quoi. C'est un poste où on pourrait vraiment avoir besoin un Desmond Bane par exemple au hasard à la place. Ouais. Enfin, bref. Qui a été choisi juste après à la draft, ouais, on s'en rappelle bien. Sadiq Bey, pardon, oui. Oui, c'est Sadiq Bey qui est choisi après, mais des profils 3D qui pourraient être quand même assez importants qu'on n'a pas du tout derrière Tatum et Brown à l'aile, quoi. Et c'est vrai que pour revenir sur Sam Hauser, je pense que c'est vrai qu'il est très très fort au shoot, hein. En plus c'est le chouchou de Titouan, donc on peut pas trop dire de méchanceté dessus. Mais va falloir quand même qu'il progresse en défense. Et là-dessus il y a du boulot, quoi. Par contre l'avantage c'est qu'il connaît le chemin pour aller aux men, pour les jouer avec les men, donc il connaît le chemin il est habitué à jouer à Angélique, de faire les allers-retours, donc en bout du banc, c'est pas mal aussi d'avoir des joueurs compatibles qui acceptent ce rôle-là d'être transbuté de un coup je joue au Maine, un coup je joue à Boston. C'est les Celtics, mais ça change quand même, c'est pas pareil, quoi. Tu veux un petit mot, Hugo, sur Sam Hauser ou Bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Nias a bien fait le travail. Juste, je suis d'accord avec l'encouragement. On l'a vu notamment sur le match contre Milwaukee en fin de saison, là, quand il y avait beaucoup d'absents. Il a su faire un bon match, donc assez encourageant. Maintenant, c'est sûr qu'il va devoir travailler en défense, mais c'est toujours bon d'avoir un spécialiste comme ça du tir en bout de banc. Ça fait jamais de mal. C'est ça, on est d'accord. Bon, maintenant, on va passer au plat de résistance, on va dire. Alors, on va s'occuper des joueurs qui ont joué et qui ont beaucoup joué sous Ime Udoka. Donc, on va commencer peut-être par celui qui est arrivé en cours de saison, Daniel Theis.
qu'on a vu beaucoup en saison régulière, un peu moins au fil des séries dans les playoffs. Du coup, il y a eu des rumeurs comme quoi, enfin, c'est pas vraiment un choix du coach. Est-ce que c'est juste une opportunité de trade et que il a quand même fait du bien, je trouve, quand même au sein de l'effectif et il a fait quand même des bons passages. Je sais pas ce que vous en Bah, pensez. il a clairement apporté quelque chose dont on avait besoin, c'est de la profondeur au poste 5, je veux dire, parce que bon, ce qu'on a vu des minutes de Enes Kanter et de Bruno Fernando, c'était qu'on pouvait vraiment pas leur faire confiance, quoi. Et on sait que Robert Williams a des problèmes de santé et leur force se fait un peu vieux, donc on avait besoin de profondeur à ce poste-là. Il remplissait vraiment très bien en fin de saison régulière ce rôle. Il faisait des bons matchs, il était jamais impressionnant, mais jamais catastrophique, en gros. Euh, Après, voilà, ses profils, il coûte un peu cher pour ce qu'il rapporte sur le terrain. Il a été quand même plutôt important en playoff, la série contre les Nets, où Robert Williams s'est blessé les 2 premiers matchs et joue peu les deux d'après. Il a, il a fait son travail, il a été correct défensivement, là où on l'attendait pas forcément sur des switches contre du Kevin Durant. C'était quand même assez impressionnant, enfin impressionnant. C'était rien de remarquable, mais il a eu des séquences correctes. On a vu après, comme tu dis, en playoff, au fil des séries, les limitations défensives qu'il avait. Bon, enfin, on sait qu'offensivement, c'est pas non plus exceptionnel, mais il a quelque chose à proposer, du pick and pop un peu. Voilà, c'est un peu tout en fait offensivement. Mais défensivement, c'était un peu compliqué. On pouvait plus trop l'intégrer dans nos schémas switch. Il se faisait trop attaquer à la fois par les intérieurs et à la fois par les extérieurs, selon les profils contre qui on jouait. Donc, il s'est fait un peu fait chasser du terrain par les Bucks, puis les Heat, puis surtout contre les Warriors où il était absolument injouable. Donc, moi, je vais lui mettre un gentil 11 sur 20. 11 sur 20 parce qu'on l'aime bien, parce que les joueurs ont l'air de bien l'aimer. Et voilà. Mais il coûte un peu cher et je suis pas sûr que ce soit le meilleur salaire à avoir en sortie de banc pour compléter le poste 5. Ouais, c'est vrai, après que quand on avait Kanter avant, quand tu te retrouves avec Tace, t'es content quand même. En plus, il a un petit shoot à 3 points. Donc, mais Oui, c'est bien vrai sûr, bien sûr. Mais ça coûte quand même 4 fois plus cher qu'un minimum vétéran. Donc, je suis pas ouais, sûr c'est que ça. Ouais. Attends, on le paye combien? Il a 8 7 millions ou 8 6 l'année millions. Ouais. prochaine. Ouais, ça fait un peu cher quand même. Hugo, un petit mot sur notre Allemand préféré? Bah écoute, je suis d'accord avec quasiment tous les arguments de mon camarade Elias. Cependant, j'étais un peu plus gentil sur notation, je l'avais mis 13, donc voilà. Bah, pour les mêmes raisons en fait, parce que justement, il fait une bonne fin de saison régulière. Sa première série de playoffs contre Brooklyn est, en tout cas pour ma part, très intéressante. Après, c'est sûr que face à Golden State, même face à Miami, c'était un peu plus compliqué, même beaucoup plus compliqué. C'était pas des séries pour lui, tout simplement. Donc voilà. Donc je lui ai mis 13. C'est vrai que je vais descendre à 12 parce que je vois mes autres notes et c'est vrai que bon, c'est pas très fair par rapport à d'autres, vous verrez. Donc ouais, je vais lui mettre 12. Un 12 d'encouragement. Après, pas sûr qu'il soit toujours dans le roster l'année prochaine. Je pense qu'il le sera, mais c'est pas forcément le pivot comment dire, le plus compatible avec notre effectif. Je préférais un troisième intérieur un peu plus athlétique pour vraiment être dans le même registre qu'un Rob Williams, pardon. Ça serait en tout cas plus valuable pour nous, surtout à un prix comme ça. C'est vrai que moi, je pense qu'en troisième pivot, voilà, c'est pas mal en cas de blessure. Mais c'est vrai qu'après, vu son salaire, ça fait cher pour un troisième pivot et que tu peux trouver largement moins cher et tout aussi bien sur le marché de cet été, quoi. Bon, bah, du coup, on va passer. Alors, lui, par contre, il a fait toute la saison. C'est Peyton Pritchard qui a. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve il a Alors, bien progressé personnellement. il a fait une début de saison quand même très très difficile. C'était pas que de sa faute. Il s'est blessé, je sais plus quand il s'est blessé, au visage. Il avait un masque au début de saison, il jouait derrière, il était un peu bouché par les minutes entre Schroeder, Marcus Smart qui se partagent des minutes. C'était un peu compliqué pour lui de trouver ses minutes et du coup, il s'est jamais vraiment mis en jambe avant début mi-janvier environ.
Et juste à la trade deadline, une fois que je est parti, c'est là qu'il s'est vraiment, vraiment lancé. On a retrouvé le Pritchard de son année rookie où il pouvait s'enflammer. Il pouvait nous proposer quand même un spacing un peu inédit dans l'équipe. Personne qui tire d'aussi loin et qui tire aussi bien à 3 points, je pense. Bon, dans les role players, on Ouais. va dire. Et ouais, après, on a vu quand même quelques lacunes défensives, mais dues à sa taille. Hein. Il ne peut pas grand-chose, il fait les efforts, mais des fois, c'est un peu compliqué quand même. Notamment, je me souviens des séries contre le Heat, enfin, de la série contre le Heat avec Jimmy Butler qui le pourchassait en permanence. Il y a eu des bonnes réponses d'Ime et de K, mais c'était quand même compliqué. Dans la globalité, moi je l'ai mis un 12. C'est peut-être un petit peu dur parce que il a eu des bonnes séquences, il a eu des bons runs où il met beaucoup de 3 points, mais il y a eu quand même une bonne partie de saison un peu difficile et des matchs décevants quand vraiment c'était important en finale, donc un 12. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Surtout que, ouais, comme tu disais, il a vraiment été bloqué au début de saison du fait qu'on ait trop de meneurs, quoi, et que du coup, il a presque pas joué jusqu'à la trade deadline, quoi. Donc c'est vrai qu'il est dans l'effectif depuis le début de saison, mais c'est un peu aussi un nouveau joueur, quoi, presque, qu'on a eu en cours de saison, quoi, qu'on a utilisé, quoi, du moins, quoi. Hugo, un petit mot sur Peyton, The Ouais. Mask, Ouais, j'ai mis la même note qu'Elias, j'ai mis 12 aussi. décidément. Mais tout simplement parce que, en fait, pour moi, d'accord, ouais, son début de saison est vraiment raté pour le coup. Bah, quand tu shootes à 29% à 3 points sur tout un mois, c'est sûr que quand c'est ce qu'on te demande principalement, surtout parce qu'à l'époque, on lui demandait quasiment de faire que ça, même si on l'utilisait un peu trop avec le ballon en main à mon goût. Mais bon, ça a vite changé, heureusement, avec la trade deadline. Ensuite, il a été vraiment bon sur la fin de saison et même sur le début des playoffs. Notamment sa série contre Brooklyn, j'avais plutôt bien aimé. Après, dès la deuxième série, notamment contre Milwaukee, en fait, il n'a pas été bon, sauf son match 7, où il sauve carrément sa série. Et d'ailleurs, on a eu un débat en interne avec notamment Robin là-dessus. En gros, ce que je disais, c'est que pour moi, c'était quasiment le flop de la série, parce que ben, quand tu as autant de 3 points ouverts et que tu les marques pas, c'est quand même problématique quand c'est ton rôle. Sauf que, en fait, bah, c'est vrai que le match 7 sauve un peu sa série et on oublie un peu le reste de la série quand il y a un match 7 et qu'il est réussi. Bref, mais sinon, après, bah, malheureusement, en fait, sur les deux séries d'après, ça a continué avec une chute des pourcentages et jusqu'à la finale où, hormis le match 1 où il a été bon, je l'ai vraiment pas trouvé bon en attaque, il a pas mis ses tirs, etc. Donc c'était assez problématique. Donc voilà, je lui mets un 12. J'aurais peut-être pu lui mettre moins parce que c'est vrai que si on prend toute la saison, bon, c'est pas exceptionnel, mais quand on l'a bien utilisé, quand on l'a mis dans un bon rôle, il a été intéressant. Donc c'est vraiment un 12 d'encouragement. J'espère qu'on restera dans cette même utilisation avec Peyton Pritchard l'année prochaine et ça devrait en tout cas aller mieux. Bah, écoute, moi je trouve que c'est pas mal vu sa saison, de s'en sortir avec un 12, ça va. Parce que vous êtes tous les deux d'accord. Je trouve que ça correspond assez. C'est vrai qu'après, les shooters, quand ils mettent pas leur panier, bah, tout de suite, on se rend compte de tous des défauts qu'ils ont. Donc, ça peut aller vite dans un sens ou dans l'autre, quoi. Il suffit qu'ils te fassent quelques matchs où il met 3-4 paniers à 3 points et tout de suite, on va dire, oh, il est formidable, Peyton Pritchard, quoi. Ouais, exactement. Juste vite fait, on n'en a pas parlé. Il a été aussi quand même assez. On a eu quelques problèmes, notamment contre les Bucks, aussi un peu contre le Heat sur la montée de balle, quand on prenait un panier. Enfin bref, on n'arrivait pas à monter le ballon. Et c'est là qu'il s'est révélé quand même assez faible. C'est que Marcus Smart, quand il n'était pas avec la balle, Pritchard n'était pas une bonne solution. C'est-à-dire que t'es un meneur de, je sais pas, 1m83, il fait un truc comme ça, 85 peut-être. Ouais. T'es censé au moins pouvoir porter le ballon et monter le ballon et tout ça. Et lui, il l'a vraiment pas bien fait. Ça a été une de ses lacunes. Ça a été un peu compliqué contre les Bucks, comme l'a dit Hugo. Donc, c'est vrai que le rôle qu'on lui donne est quand même assez déterminant dans son apport. Donc, il faudra, je pense, vraiment le limiter en tant que spot-up shooter et peut-être finisseur de certaines actions, mais je vois pas trop de futur en tant que vraiment ball handler important pour une équipe parce que c'était vraiment pas exceptionnel ce qu'on a vu. Ouais, je pense qu'on va avoir une réponse assez vite cet été avec les mouvements d'effectifs qu'il va y avoir. C'est-à-dire que si
Brad Stevens nous ramène un meneur et que Breton se trouve troisième meneur, on aura la réponse de comment il a été vraiment ressenti de l'intérieur sur cette saison, quoi, en fait, je pense. Bon, bah, du coup, on va passer à Derek White, qui est aussi arrivé en cours de saison, suite donc au gros trade qui a vu Romeo partir. Pardon. Et, alors, lui, par contre, sixième homme, gros impact par moment, et puis grosse disparition par d'autres aussi. Donc, la note va être un peu serrée, je pense, pour Derek White. Qui veut commencer Hugo, Elias, Hugo? Let's go. Moi, je peux commencer personnellement. Derek White, je comprends ceux qui pourraient en tout cas être tentés de lui mettre une mauvaise note. Moi, pour ma part, je lui ai mis 14, qui est, je pense, une bonne note. 14, pourquoi? Parce que, bon, ok, ça n'a pas été le meilleur shooter du monde, on va pas se le cacher. Malgré tout, je sais que, enfin, en fait, on va reprendre le contexte général pour expliquer peut-être ma note. Quand on le ramène en provenance de San Antonio, c'est vrai qu'il n'a pas des super stats sur catch and shoot. J'avais regardé, je crois qu'il était à 32% sur le début de saison au moment où on le signe. Donc Brad Stevens fait le pari de dire que avec des créateurs, avec des joueurs comme Tatum, comme Brown, même comme Smart dans l'équipe, ces pourcentages sur catch and shoot auraient en tout cas dû évoluer vers le haut. Et malheureusement, on a vu sur la saison que ça s'est pas forcément vérifié. En fait, il y a eu du mieux un moment, c'est vrai, mais bon, c'est resté toujours le même catch and shooter. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une grosse déception. Malgré tout, je pars du principe qu'il apporte tellement dans le jeu, tellement en défense, notamment dans la navigation entre les écrans. On l'a vu sur la finale et même sur la série contre le 8 avec Max Strus, avec même Duncan Robinson quand il jouait, que c'était ultra important aujourd'hui en NBA. C'est peut-être l'un des meilleurs dans ce registre-là. Donc voilà, pour moi, Derek White, c'est quand même un joueur qui est très valuable. On l'a vu quand il porte le ballon sur pick and roll, il est très bon. Donc voilà, je lui mets une note de 14. C'est une bonne note parce que son passage, malgré ses lacunes offensives, est plutôt bon, je pense. Mais c'est vrai que moi, enfin, c'est le souvenir que j'ai de ce joueur quand il joue à San Antonio, c'est-à-dire que il est pas régulier offensivement, quoi. Il peut faire des bons matchs, mais il y a des séries où il passe complètement à travers. Mais c'est pas non plus ce qu'on recherchait. Il a apporté un équilibre collectif et au niveau des rotations pour Ime, ça a été un régal. Je pense que vraiment Ime a été le chercher. Elias, t'en penses quoi, toi? J'ai globalement le même ressenti que Hugo. J'étais un petit peu plus difficile sur la note, je lui ai mis un 13. Parce que je trouve quand même que malgré, bon, à part le pourcentage à 3 points, ça c'est malheureusement on peut pas y faire grand chose, hein, c'est comme ça. Je pense que ce sera jamais un très bon tireur. On peut espérer qu'il ait un petit regain de réussite l'année prochaine, mais je l'ai trouvé défensivement pas loin d'être parfait. À part sa taille qui est des fois un peu limite sur des switches, il est pas loin d'être parfait. Enfin, on l'a vu, il a réussi à prendre le rôle de Marcus Smart quand Smart a manqué quelques matchs au début des playoffs, pas loin de parfaitement. Enfin, il a répliqué ce que faisait Smart avec quelques différences dans le style de défense, mais c'est quand même. Il n'y a pas beaucoup de meneurs qui peuvent jouer aussi bien ce côté-là du terrain en NBA. Donc c'est quand même quelque chose d'en avoir deux, quoi, dans l'effectif. Offensivement, je le trouve quand même un peu trop limité. Il est un peu trop. Il est bon en création, mais je trouve qu'il a quand même quelques problèmes. Il joue un peu, comment dire, il joue instinctivement, ce qui est bien, ce qui peut être un petit peu compliqué certaines fois. On l'a vu en playoff où des fois il perd un peu de ballon en faisant un peu n'importe quoi trop rapidement. Donc ça, c'est malheureusement c'est un petit négatif. Et le problème, c'est que c'est très bien d'avoir un sixième homme qui peut initier une attaque, tout ça, mais avec l'effectif qu'on a, on n'a pas de vrai scoreur en sortie de banc. Donc, si c'est lui le sixième homme et qu'il n'est pas offensivement très très impressionnant, malheureusement, on n'a pas un vrai apport en sortie de banc. Donc, on a vu que ça nous a un peu manqué, surtout dans les finales. Donc, je pense que la note serait plus haute en fait si on avait un scoreur à côté de lui en sortie de banc. En fait, si on avait quelqu'un qui pouvait mettre ses 12 points, 12 c'est un peu beaucoup, mais 10 points par match assez facilement en sortie de banc, je serais peut-être un peu plus gentil. Mais comme on attend de lui un peu plus de scoring aussi, je le mets 13. Mais
théoriquement, le fit est parfait, je pense. Enfin, parfait. On peut difficilement avoir un meilleur sixième homme dans le profil de l'équipe qu'on a. Donc, je, 13, c'est peut-être un petit peu difficile, mais voilà. Vas-y, enchaîne, Hugo. Non, juste pour rajouter, je suis d'accord avec ce qu'a dit Elias. C'est vrai qu'on peut attendre plus offensivement. Malgré tout, je trouve quand même qu'il a été, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais assez mal utilisé, beaucoup en tant que spot-up shooter. Ouais. Alors que Derrick White, on l'a vu à San Antonio et même partout, Derrick White est meilleur quand il a le ballon en main, notamment pour créer sur pick and roll. C'est un excellent créateur sur pick and roll. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, en tout cas d'après les déclarations de Brad Stevens, il a compris en tout cas qu'il fallait plus de points en sortie de banc. Donc j'imagine que ce sera le profil qu'on recherchera avec notre traded player exception, notamment de 17 millions. Donc voilà, je pense que c'est ce profil-là qu'on recherchera et dans ce cas-là, on mettra vraiment Derrick White sur vraiment de la création balle en main et je pense que là, il sera meilleur. Mais je peux comprendre les arguments et la notation en tout cas d'Elias. Bon, bah c'est très bien. Bon, on va passer au dernier joueur du banc. Celui, je l'ai gardé pour la fin parce que il y a un an, tout le monde était prêt à le brûler ou à le trader ou même à donner de l'argent pour qu'il parte. Et il nous a fait quand même, personnellement, je trouve une saison très surprenante. Je veux bien sûr parler de Grant Williams, alias Batman. Je sais pas qui veut se lancer. Je vais y aller. Alors déjà, je vais me lancer des fleurs. J'étais parmi ceux Je l'avais dit. qui étaient très, très défenseurs de Grant Williams, on va dire. J'ai passé mon été avec Titouan à défendre Grant Williams sur Discord, sur Twitter, sur tout là où je pouvais, parce que vraiment je vois le potentiel, le profil du joueur qui est quand même assez rare et quand même assez important. Donc voilà, je me jette des fleurs avant tout. Maintenant, sur un petit bilan de sa saison, euh, assez impressionnant, je me souviens en Summer League, il décide de pas jouer en Summer League, c'était un peu qu'est-ce qu'il fait, pour qui il se prend, machin. Je me souviens que même Joe Mazzulla qui coachait l'équipe, un assistant coach, il disait mais non, je sais pas trop pourquoi il veut pas jouer. Enfin bref, donc il y avait un peu des questionnements à ce moment-là, mais il est arrivé clairement prêt, clairement comme ils disent locked in. Il a fait donc une saison à 41% à 3 points, dont 47 à 3 points dans les coins. C'est quand même dans la moyenne très 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 haute de la NBA. Donc vraiment la saison parfaite à ce niveau-là. C'est notre meilleur shooter, non? À 3 En points. termes de pourcentage global, je Pas pense que loin, Pritchard quoi. est à peu près à 41% aussi. Mais ouais, dans les coins, 47%, c'est haut quand même. Sinon, il a aussi réussi à s'adapter, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans la saison, plus ça avançait, plus les gens voyaient que c'était pas il avait pas de baisse de régime au niveau de 3 points, des 3 points. Donc les équipes commençaient à le défendre un peu mieux. Il commençait à close out sur ses tirs, tout ça. Et il a montré qu'il était capable de poser le ballon et d'aller attaquer le panier et de prendre des décisions au niveau du panier, c'est-à-dire que s'il avait le tir, il le prenait, s'il avait la passe, il la faisait en général. C'est ce qui était, il était quand même, il me semble, à la fac assez bon là-dedans. Donc voilà, c'était une bonne saison pour lui. Défensivement, très très intéressant. Je l'ai trouvé pas loin d'impressionnant, on va dire. Il y a quelques moments où sur des switches, j'ai l'impression qu'il demande un peu trop des switches, là où il n'y en aurait pas forcément besoin. Après, c'est le schéma, mais le voir sur Steph Curry, je suis pas à l'aise, quoi. Mais bon, c'est un peu normal. Je l'ai trouvé ouais, efficace et presque impressionnant défensivement, on va dire. Des playoffs un peu mitigés, où il fait des excellentes prestations, notamment le Game 7 légendaire où il met 7-3 points contre les Bucks. Mais quand même des matchs où c'est beaucoup plus compliqué, où en fait il apporte presque rien, quoi. Pas de rebond, à part la défense qui est correcte, il apporte ni des points, ni des rebonds, enfin, rien, quoi, en gros. Donc voilà, il y a quand même petite régularité à aller chercher. Mais dans la globalité, c'est une bonne saison. Je l'ai mis 13, mais je vais le mettre 14 en fait, parce que après réflexion, c'est un peu dur, 13. Juste petit avertissement comportement, s'il pouvait arrêter de parler aux arbitres comme si c'était LeBron James, ça m'irait parce que c'est un peu chiant. Voilà. Bah, je pense que là-dessus, il va vite le recadrer, hein, parce qu'il aime pas trop les joueurs qui parlent aux arbitres. Donc, mais c'est vrai que non, franchement, moi, impressionnant, moi, Grant Williams. C'était vraiment la surprise. Hugo, un petit mot sur Batman?
Bah déjà, comme Elias, je faisais partie de ceux qui le défendaient. Je me souviens d'un space au moment de la draft l'an passé avec Pierre et Titouan et j'avais tenté en tout cas de mettre du cœur pour le défendre parce que c'est un joueur que j'ai toujours aimé et même l'année dernière, je le trouvais pas si mauvais, honnêtement. D'accord, il a fait son fameux airball là sur un flotteur, mais honnêtement, quand il jouait en small ball 5, pardon, je trouvais pas si mauvais que ça. Donc voilà. Cette année, moi, j'ai été très gentil, je pense, avec Grant Williams, mais je pense qu'il mérite au vu de sa saison. Pardon, je lui ai mis 16. Donc voilà, Ah, très bien, honnêtement, pour moi, Grant Williams, mention très bien. Tout simplement parce que j'ai envie de dire que c'est le role player parfait. Il défend, il met ses 3 points en spot-up. C'est quasiment, en tout cas pour moi, cette année, et j'en parlais notamment avec Alan Guillot, que je salue, s'il nous écoute. Mais pour moi, c'est limite le meilleur role player cette année en NBA. Il a vraiment été excellent. Donc j'ai une 16, c'est peut-être un peu gentil par rapport aux autres notes que je vais mettre, mais voilà, j'ai rien de plus à dire sur ces playoffs. D'accord, il passe à côté de certains matchs. C'est peut-être encore sa marge de progression, de vraiment être constant du début à la fin, parce qu'on a vu aussi niveau ouais. shooting, il y a eu quelques courbes. C'est monté très haut, c'est un peu redescendu, c'est remonté très haut, c'est redescendu un peu. Et sur la fin, bah, ça a chuté aussi sur les playoffs. Mais voilà, ça viendra avec le temps. C'est pas encore un shooter régulier. Bon, il a passé son été dernier à s'entraîner avec le fameux de Lethal Shooter, là, le spécialiste Insta qui s'occupe du shoot des superstars. Donc, je pense qu'il fera pareil cet été. Et en tout cas, bon, ça peut augurer que du bon parce qu'on a vu la progression qu'il a eu l'année dernière. J'espère que ça continuera dans la même optique, mais en tout cas, je suis très confiant avec Grant Williams. Une bonne saison, donc, mais un petit peu mieux faire encore parce qu'on est gourmand, quoi, on va dire, pour Grant Williams. Alors maintenant, on va passer au titulaire. Du coup, il est revenu l'été dernier après avoir essayé d'aller jouer à Philadelphie et de se perdre au Thunder. Notre papa national, Al Horford, qui m'a fait bondir quand j'ai vu son arrivée. Excuse-moi Robin, tu avais raison. Voilà, comme ça c'est dit. Non, franchement, il nous sort une saison extraordinaire. Il m'a bluffé du début à la fin. Enfin, je m'attendais vraiment pas à qu'il soit aussi régulier et qu'il tienne en fait et qu'il joue autant en fait. Je dirais pas au niveau du temps de jeu, hein, mais plus au niveau du nombre de matchs. Je pensais vraiment qu'il allait plus se blesser ou qu'il aurait des moments de fatigue. Et non, il a vraiment tenu. Et puis alors, il nous a fait des playoffs stratosphériques. Donc j'ai très hâte de voir les notes du conseil de classe. Elias? Bah, t'as bien résumé sa saison. Je pense qu'il a été le mot-clé, c'est régulier. Il a fait un début de saison bon. Il y avait juste ces 3 points qui rentraient pas vraiment. C'était un peu chiant, hein, pour être honnête, parce qu'il faisait tout le reste quand même relativement très bien. Défensivement, moi j'aimerais bien m'attarder là-dessus parce que il a pas eu de récompense par rapport à ça. Il n'a pas été nommé dans une équipe All-NBA de défense, mais je pense qu'il le méritait presque. Enfin, il était quand même presque aussi important que Robert Williams à mon sens. C'est pas le même rôle, mais ce qu'il faisait défensivement, sa capacité à switch sur 1 à 5, hein, parce qu'il a été presque 1 à 5 toute la saison, c'est quand même assez impressionnant. Pour ma note, je lui ai mis un 15, un 15 assez conservateur, c'est-à-dire que ça peut monter à 16 si les bons arguments sont là. J'ai bien aimé ces playoffs. Il y a quelques moments, quelques petits trous d'air quand même, mais j'ai l'impression de dire ça de chaque joueur, donc c'est en fait on peut dire ça de l'équipe. Il y a eu des trous d'air pour un peu tout le monde, donc, et c'est sûrement pour ça qu'on n'a pas gagné le titre d'ailleurs. Mais ouais, c'est un 15 ou 16. Et quand même une grosse saison. On s'y attendait pas, quoi. 36 ans, enfin il a eu 36 ans pendant les playoffs. Il sortait de 6 mois sans jouer à Oklahoma City, donc ouais, grosse saison. Je pense vraiment que le fait qu'il se retrouve 6 mois comme ça, mis au placard, hein, quand même par le Thunder, c'était pas par rapport à sa condition physique ou à son niveau, hein, c'était vraiment un choix tactique du Thunder. Je pense qu'il a vu la fin de sa carrière arriver assez. Enfin, il a eu peur, tu vois, toujours la crainte, tu vois, avec l'âge. Et le fait d'avoir cette seconde chance là à Boston, une ville qu'il aime bien quand même, je pense vraiment ça l'a reboosté et il savait vraiment que c'était sa dernière chance et que du coup il a tout donné dans cette saison, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'avais mis 15,5 hein, parce que voilà, je me suis permis de mettre un 0,5, donc c'est exactement dans le même range qu'Elias en fait. J'ai rien de plus à dire. Je suis d'accord sur les petits trous d'air. Notamment, on l'a vu, il fait un début de saison régulière excellent. C'est limite le meilleur joueur de l'équipe sur le premier mois de compétition. Et après, bon, c'est vrai qu'il jouait, je sais pas, limite 40 minutes par match sur le premier mois, ce qui était un peu n'importe quoi. Et après, bah, il a eu du coup un contre-coup physique. Il a été moins bon pendant 2-3 mois, avant justement de revenir en grâce. Ben, tu parlais du match tout à l'heure, du triple-double de Rob Williams. Mais j'avais trouvé Hall excellent sur ce match-là, le match de Nouvel An. Et à partir de ce match-là, honnêtement, bah, il a été très bon jusqu'à la fin de saison. Et en playoff, bah, c'était le playoff Hall qu'on connaît, hein, toujours très impactant, même si parfois, bon, niveau statistique, tu te dis, ouais. Par exemple, le match 3, je me souviens, le match 3, la des finales, oui, mais 11 points, 8 rebonds, je crois. Bon, tu regardes les stats, tu te dis, ouais, bon, c'est un bon Horford. En fait, tu regardes le match et c'est quasiment le meilleur joueur de l'équipe, tellement il est partout. Donc voilà, du grand Horford cette année. Je sais que certains vont peut-être pas comprendre le fait que je mette plus un Grant Williams qu'un Horford, par exemple, mais pour moi, c'est juste une question de rôle. En fait, Grant Williams, j'ai trouvé parfait dans son rôle. Un Horford, pareil. Bon, je lui mets 15,5 parce que ouais, il y a quelques passages à vide en playoff qui me dérangent un peu. Je pense que s'il a été plus constant, on pouvait peut-être aller chercher le titre. Donc, il y a un petit peu de ça aussi, mais sinon, voilà, c'est la même note, hein. C'est excellent. C'est une très bonne saison d'Alorford. Ouais, entre 15,5 et 15. Ou sinon, tu avais mis 16 à Grant Williams. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. C'est un peu du pareil au même. Donc, bon, bah, très bien. Non, franchement, bravo, Al. C'est vraiment le joueur qui. Il y a le nombre de fois où tu le vois remonter le ballon et c'est lui qui il va plus vite que les autres, quoi. Alors que c'est quand même un intérieur. Il a 36 ans. Bah, il a vraiment été bluffant, moi, je trouvais, cette saison. Un autre de nos titulaires, donc son compagnon de raquette, on va dire, Robert Williams, que Brad a eu la bonne idée de prolonger l'été dernier pour 4 saisons et 10-12 millions la saison à peu près de moyenne. On savait pas trop, c'était quand même l'inconnu en début de saison. Est-ce qu'il va tenir physiquement? Est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire? Est-ce qu'il va faire moins de fautes? Parce qu'il avait quand même cette tendance à faire beaucoup de fautes assez rapidement. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Rob Williams, Elias? Alors déjà, tu as parlé du contrat, si je puis me permettre, je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs contrats de la Ligue, Ouais, s'il est en carrément. bonne santé. 12 millions par an sur 4 ans pour un joueur ce qu'il apporte, sachant qu'on n'a pas encore complètement débloqué son jeu offensif, ses capacités offensives. Donc franchement, c'est donné 12 millions par an, sachant que on a des joueurs comme Grant Williams qui vont en prendre 14-15 assez facilement, je pense. 12 millions par an, c'est vraiment, vraiment le contrat. Il faut juste qu'il réussisse à rester en bonne santé. C'est la question avec ce joueur. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions précédentes au long de sa draft. Son sérieux, tout ça. Là, c'est fini. Je pense que ça y est, c'est un vrai professionnel. C'est clairement un des meilleurs défenseurs de la ligue, à la fois à son poste et à la fois, je pense, dans le général, vu ce qu'il est capable de faire sur ce côté-là du terrain. Moi, j'ai noté pour Rob Williams 16 sur 20. J'ai noté aussi que j'ai été quand même assez bluffé par ce qu'il fait en playoff en étant blessé. Je pense qu'il a joué avec des douleurs assez aiguës au genou pendant presque tous les playoffs et il a quand même réussi à montrer des très bonnes prestations. Il tourne à 2,2 blocs par match en playoff. C'est quand même une bonne stat. Je crois qu'en finale, c'est encore plus. Donc franchement, gros apport. Je suis un grand fan du joueur en plus, donc forcément peut-être un peu biaisé, mais ouais, c'est sur 20. Je pense que il a un potentiel defensive player of the year assez clair. Je pense qu'il peut devenir le meilleur défenseur à son poste, purement à son poste, parce qu'il est assez mobile et assez. Enfin, physiquement, c'est quand même un athlète assez monstrueux. Donc ouais, voilà, c'est sur 20. Dans son rôle, j'aimerais juste le voir un peu plus présent offensivement. C'est pas de sa faute, je pense que c'est pas lui qui demande de ne pas avoir la balle, mais j'aimerais bien le voir un petit peu plus impliqué dans les attaques. Mais ça, c'est plus à Ime Udoka et à ceux qui ont la balle de l'impliquer. Voilà.
Non, je suis assez d'accord avec toi sur ce coup-là. C'est vrai que quand il monte, il va à des altitudes incroyables. Et ce que j'adore moi le plus, c'est sa faculté à ressauter. Il peut sauter 2, 3 fois de suite Ouais, c'est assez un trampoline. rapidement. Il a un trampoline. C'est impressionnant quand tu vois son gabarit, c'est bluffant, quoi. Hugo, qu'est-ce que tu penses de Rob, toi? Il est trop fort, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Genre vraiment, il est exceptionnel dans son rôle. Elias le disait, mais pour moi, c'est facilement top 3 des meilleurs rim protecteurs de la ligue. Il y a vraiment pas de débat pour moi cette année. Il est exceptionnel. On l'a vu un peu plus en difficulté sur le début de saison. Enfin, lui était bon, mais un peu moins impactant. Et par contre, en janvier, quand Ime l'a vraiment utilisé dans ce rôle un peu de free safety, hein, comme disent les Américains, il a été exceptionnel. Et rien qu'à voir ses analytics, pardon, à partir de janvier, niveau defensive rating, c'est juste incroyable. Donc voilà, il finit, je crois, dans le premier 5 au defensive team, si je dis pas de bêtises, ou le deuxième, je sais Non, plus. le deuxième, le deuxième. Deuxième, pardon. Donc voilà, l'année prochaine, ouais, il sera dans le premier, tellement, tellement il est impactant. Donc voilà, j'avais mis comme Elias, j'ai mis 16 sur 20. C'est et encore 16, je pense que parce qu'encore une fois, je me répète, moi je note surtout par rapport aux garçons dans leur rôle respectif. J'ai mis 16. Honnêtement, j'aurais presque pu y mettre plus avec les playoffs, tout simplement parce qu'on a vu qu'il était tellement important, tellement vital en fait à ce collectif. On l'a vu face à Miami notamment quand il était vraiment très très blessé. C'était beaucoup plus compliqué pour les Celtics. Et contre Golden State, on a vu malgré sur les premiers matchs pas des soucis physiques, on voyait qu'il n'était pas à 100% au niveau mouvement, etc. Il est quand même resté ultra important et sur les derniers matchs, quand il était un peu plus proche de son niveau optimal physiquement parlant, il a été exceptionnel. Sur le match 6, c'est notre meilleur joueur. Donc voilà, pour moi, c'est un 16 sur 20. Et encore une fois, j'aurais vraiment pu mettre plus. J'hésitais à mettre 16,5 ou 17, mais bon, je suis resté conservateur, j'ai mis un 16. Ça reste une mention très bien et je pense qu'on peut pas dire plus sur la saison de Rob Williams. Je pense que si on l'avait eu pas blessé pendant les playoffs, notre série de playoffs aurait été différente. Encore plus impressionnante. Mais je suis assez d'accord avec vous. Même 16-17, ouais, ça se vaut. Bon, alors du coup, à progresser, est-ce que du coup, il y a le Deepoy à aller chercher l'année prochaine pour lui, alors du coup. On va mettre ça dans son bulletin en commentaire. Deepoy à aller chercher. En parlant de Deepoy, il y en a un qui l'a eu, qui a réussi à le décrocher, c'est Marcus Smart, l'homme qui n'est pas censé être meneur et qui pourtant a joué meneur toute la saison et qui a quand même bien réussi à se dépatouiller dans son rôle. Alors il y a toujours des moments d'absence par moment ou des choix offensifs de shoot un peu critiquables, mais je vais vous laisser donner votre avis. Je sais pas qui veut commencer. Je vais commencer sur Vas-y. Marcus Smart. Bon, déjà, je sais pas comment le dire autrement. Avec, je sais pas, le mois, 2 mois, 3 mois de réflexion, je sais pas combien de temps ça fait qu'il a eu son trophée. Je suis très content pour lui. Je suis pas sûr qu'il le méritait. Voilà, je vais le dire maintenant. En tant que grand fan des Celtics, fan de Marcus Smart, objectivement, je suis pas sûr qu'il le méritait. Voilà, ça c'est ma hot take de l'épisode de ce podcast. Vous pouvez le clipper, me citer, je sais pas, mais ce sera celle-là. Je pense que Hugo en aura d'autres sur d'autres joueurs après. Sinon, en dehors de ces plaisanteries-là, j'ai trouvé sa saison assez rassurante. C'était quand même assez pas inquiétant, mais on se demandait si ça pouvait être le meneur à mettre à côté de Tatum et Brown, si ça pouvait être vraiment le point guard pour les accompagner. Il l'a été. Il a montré il a confirmé ce qu'il montrait au playmaking les saisons précédentes. Il a vraiment, vraiment réussi à, je pense, être très bon dans les meilleurs de la ligue à son poste sur ce point-là. Donc c'était quand même assez important. Offensivement, il a ses moments toujours de Marcus Smart, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais je trouve que ça s'est un peu amélioré. La sélection de tir est moins mauvaise. Il y a moins de moments où vraiment c'est un peu dramatique. Défensivement, malgré ce que je viens de dire, il a été quand même voilà quoi, le meilleur joueur de la ligue. Je suis pas grand-chose à dire là-dessus. C'est Marcus Smart, quoi. On le connaît. Je pense qu'il n'y a pas une grande évolution par rapport à ce qu'il a fait les saisons précédentes. Mais son travail est récompensé, donc tant mieux. Sur les playoffs, je le trouve dans sa globalité très bon. Il a réussi à
apporter un complément au scoring quand les Jays étaient un peu en recul, et ça c'est quand même assez important. Il a réussi à utiliser quelque chose qu'on n'a pas trop dans l'équipe. C'est drôle que ce soit le meneur qui le fasse, mais il va au poste quand il voit qu'il a quelqu'un de plus faible, plus petit sur lui. Il n'hésite pas à l'attaquer en contre 1, à aller sous panier. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça fait des points relativement faciles. Parce qu'on n'a pas trop, même de Lorford ou Rob Williams et Grant Williams, on l'a même pas du tout. J'avais vu une stat passer comme quoi c'était moins de une possession en post-up par match pour les trois là en playoff. Donc vraiment, ils le font pas. Donc c'est bien que Marcus Smart le fasse. Donc moi, je lui ai mis 16 sur la saison parce qu'il dépasse peut-être un peu mes attentes, mais c'est pas non plus une saison exceptionnelle, quoi. Il fait une bonne saison, il fait une saison correcte dans son rôle. Je pense que par rapport à son contrat, il est peut-être un peu sous-payé, je sais pas, je m'en rends pas trop compte, mais voilà, 16, je pense que c'est une bonne note. Bon, bah, c'est pas mal. Bon, on va passer, Hugo, on va te laisser la place. Bah alors, je précise d'avance, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis dans la communauté. Attention, c'est le chouchou quand même des Celtics, hein, Marcus. Vous avez mon Twitter, hein, si vous voulez m'insulter, vous pouvez me faire en privé. Bon, je répondrai avec avec un grand plaisir. Hein, voilà, c'est toujours c'est toujours un plaisir de répondre aux haters. Non, mais sinon, plus sérieusement, moi j'ai été beaucoup plus sévère qu'Elias, je pense. J'ai mis bon, beaucoup plus sévère, je sais pas. Dans la notation, j'ai mis 14,5 personnellement. Je vais expliquer mes raisons. Tout d'abord, d'accord, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une vraie progression de Marcus Smart, notamment sur la deuxième partie de saison. Euh, pour moi, pour moi, encore une fois, il a sa part de responsabilité dans le début de saison raté, même si c'est loin d'être le premier fautif. Hein. C'est toujours difficile de jouer aux côtés de Dennis Schroeder, c'est pour tout le monde et pour un meneur comme Marcus Smart qui n'est pas non plus un spot-up shooter de grand talent, ça l'est d'autant plus. Donc voilà, c'est pas le premier fautif là-dessus, mais bon, il a quand même une petite part de responsabilité. Malgré tout, je trouve qu'il est sur la deuxième partie de saison après sa blessure, là, quand il revient de blessure, il est bon. Je pense quand même qu'il est un peu, je vais être méchant, il est un peu carry par la progression de quelqu'un d'autre dont on parlera plus tard, notamment dans le playmaking. Même si bon, il a été bon, hein, attention, c'est un bon meneur playmaker. Mais il y a quand même beaucoup d'axes d'amélioration, notamment, ben, je trouve, dans l'attaque du cercle, même s'il a fait un peu plus en playoff, il fait vraiment pas assez encore à mon goût. Enfin, j'ai besoin, vu notre équipe, j'ai besoin d'un meneur qui aille vraiment au cercle, comme il faisait dans ses premières années, ou même à Oklahoma State, d'un meneur qui va au cercle, qui joue un maximum de drive and kick. C'est du basket facile. Et nous, on manque de paniers faciles, justement. La plupart de nos paniers, ça vient après soit des séquences de drive and kick, justement, qu'on fait pas assez, ou alors de l'ISO avec Tatum et Brown. De l'ISO, voilà, avec Tatum Brown, comme je viens de le dire. Donc, pour moi, on fait pas encore assez. Et Marcus Smart a sa part de responsabilité là-dedans. Parce que d'ailleurs, Ime Udoka l'a signalé en conférence de presse pendant les playoffs. C'est pas un coach qui va annoncer beaucoup de systèmes, etc. Il va plus faire confiance à son meneur pour annoncer. Donc Smart le fait globalement bien. C'est pour ça qu'il a 14,5, qui est encore une fois une bonne note. Mais je pense qu'il pourrait le faire mieux pour qu'on ait encore plus de paniers faciles. Et Elias parlait de hot take en disant qu'il ne mérite pas son titre de défenseur, de defensive player d'hier. Bah, pour ma part, non, il ne mérite même pas vraiment, parce que je pense que Yanis est largement au-dessus en termes d'impact défensif, mais bon, ça c'est que mon avis. Malgré tout, sa saison défensive est très bonne, et là-dessus, je tiens aussi à souligner l'apport d'Alorford. Il y avait un article qui était sorti l'année dernière après la déroute de la série face aux Nets, un article de The Athletic, je crois que c'était Jared Weiss de mémoire qui avait publié cet article, en disant qu'en fait Smart se sentait un peu seul en défense et que c'était dur pour lui de gérer ce statut de seul leader défensif. Et je pense justement que l'arrivée d'Alorford l'a vraiment soulagé de ce côté-là du terrain et que ça l'a aidé en tout cas à être meilleur. Donc voilà, 14,5, ça reste une bonne note. Il y a quand même des axes de progression majeurs, notamment l'attaque de cercle. Sinon, ouais, comme tu l'as dit, Elias, il utilise bien le post-up, c'est bien. D'ailleurs, sur la finale, on se crée pas mal de situations à partir de ça, à partir de son post-up sur Steph Curry. Donc, c'est plutôt pas mal à faire encore plus. Et voilà, sinon, dans le playmaking, qu'on puisse continuer, notamment si on ramène un spot-up shooter, un joueur de fin de chaîne, comme je l'espère avec la TPI. Donc voilà, une bonne saison dans l'ensemble. Peut encore mieux faire à mon goût. Mais sinon, niveau contrat, c'est OK. C'est dans la valeur du marché pour un joueur comme Marcus Smart, je pense. Moi, je trouvais vraiment qu'il avait réussi
a arrêté de forcer quand il n'avait pas de réussite par rapport aux années précédentes où vraiment, et des fois, il était infâme sur certains matchs. Et là où il a vraiment laissé la balle plus au Jay, en fait, et du coup, on va passer au chouchou de Hugo, Jaylen Brown, le lieutenant de Jason. Qu'est-ce que... Non, reviens Hugo. D'ailleurs, on va te donner le micro direct pour la peine. Je vais le laisser faire sa tirade juste après. Moi, je vais faire quelques points vite. Je pense que c'est le plus dur à noter parce que c'est un peu... c'est très polarisant le niveau de Jaylen Brown, surtout sur les playoffs. Et on se souvient des playoffs forcément avec la mémoire à courte durée qu'on peut tous un peu avoir quand même, malgré tout. Mais je pense qu'il subit un peu. Il est quand même pas mal responsable, mais il subit un peu à la fois le Covid du tout début de saison, une blessure, tout ça. C'était pas un très bon début de saison pour lui. Il a réussi à montrer quand même quelques matchs où il montre toujours que ça peut être un excellent, un scoreur absolument élite dans la ligue. Il n'y a pas beaucoup, ça veut dire une quinzaine de meilleurs scoreurs que lui, je suis même pas sûr. Mais il peut être élite. Après, il a quand même toujours ses défauts. Premièrement, défensivement, je pense que je sais pas où on est le débat public sur ça. Ça m'a toujours paru un peu fou de dire que Brown était un meilleur défenseur que Tatum, mais je pense que cette année, on a bien vu que Tatum est un bien meilleur défenseur que Brown. Sur l'homme, je pense qu'il y a même plus de... Bon, il est quand même bon, Brown, mais il est pas si impressionnant que ça. Je pense que c'est le moins bon de notre starting five. Pour dire, Jaylen Brown est le moins bon défenseur de notre 5 de départ. Ça prouve le niveau. Et c'est surtout, mon point, c'est que off-ball, il est vraiment, vraiment toujours problématique. Il oublie des joueurs, il voit pas des cuts, tout ça, c'est un peu chiant. Et ça m'amène à mon point offensif. Il joue avec des œillères depuis son début de carrière. Et cette année, il a eu le chic, la bonne idée d'ajouter à ça un handle complètement catastrophique. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à drive, il n'arrivait plus à garder le ballon. Donc ça a fait une fin de saison et des playoffs assez mouvementée là-dessus. C'est-à-dire que c'était un peu l'enfer de le regarder pénétrer. Donc voilà, c'était un peu très, très difficile de noter Jaylen Brown. Donc moi je l'ai mis un 16 conservateur, c'est-à-dire qu'il a fait quand même son rôle de lieutenant offensif dans la saison. Il a gagné des matchs grâce à son apport offensif. Il a aussi perdu des matchs à cause de son mauvais apport, mais ça arrive. Hein. Et je pense que sur les playoffs, il est quand même important dans pas mal de matchs, même s'il a tous ces problèmes qui sont assez rageants à regarder et qui sont assez bizarres. Donc voilà, donc un 16 conservateur qui va pas monter beaucoup plus haut parce que il y a quand même pas mal de points où il peut s'améliorer, notamment le playmaking où il y en a pas quoi. Enfin, il y en a, mais c'est du très très simple. Ouais, puis il faut qu'il enlève ses moves, surtout quand il joue quoi. Ouais. Allez Hugo, on va te lâcher là-dessus. Alors là, je pensais que Attention. j'allais me faire des ennemis avec Marcus Smart. Et si vous êtes fan de Jaylen Brown, je sais d'avance que vous allez me bloquer et je peux vous comprendre, mais je pense qu'il va falloir rétablir une vérité. Elias le disait, et merci d'ailleurs de l'avoir souligné, parce que au moins je sais que je suis pas le seul à le penser. Donc le fait que Jaylen Brown est clairement, pour moi, vraiment clairement le moins bon défenseur de notre starting five. Honnêtement, des fois, oui, la règle de base au basket quand on défend, c'est de voir le ballon du joueur. Et des fois, il est omnibulé par le ballon et le joueur, il l'oublie totalement. Il se prend des backdoor cuts, des trucs comme ça. Donc parfois, il arrive à compenser avec son physique, etc. Mais des fois, c'est vraiment de voir ça, c'est quand même assez énervant. Et sinon, offensivement, alors comment dire? Déjà, pour l'excuser un peu, tout le problème, le nœud du problème ne revient pas de Jaylen Brown. Pour moi, le problème, c'est que Udoka s'entête, et même Stevens se faisait aussi, il s'entête à vouloir faire de Jaylen Brown un créateur, un initiateur d'attaque, alors que pour moi, il est juste pas capable de le faire, et je pense qu'il sera jamais capable de le faire en NBA. Il peut le faire par séquence, etc. Mais c'est pas possible par exemple, de se passer de Tatum parfois, et de ne pas voir Smart, ou même des fois White est sur le terrain, et c'est quand même Brown qui initie l'attaque. Donc ça, pour moi, c'est plus possible, ça va pas du tout. Donc souvent, on a une attaque qui est très phagocytée parce que Brown joue avec des œillères, comme tu l'as très bien dit, Elias. Donc il garde trop souvent le ballon, ou alors il joue que pour lui en essayant de créer de l'isolation
pour se terminer par un tir compliqué à mi-distance, soit dans le elbow, soit en tête de raquette. Mais enfin, c'est jamais des tirs faciles. Genre vraiment, je serais intéressé de voir la shot quality de Jaylen Brown parce que j'aurais dû regarder d'ailleurs avant de lui adresser un tacle glissé. J'aurais dû le faire, my bad. Mais j'irai voir après l'enregistrement. Je ferai peut-être je préparerai mes arguments pour répondre aux sceptiques en tout cas. Mais voilà, Jaylen Brown, moi je lui ai mis un 13 parce que encore une fois, son handle c'est beaucoup trop compliqué en NBA. C'est compliqué comme ça d'être dans ce rôle-là d'initiateur d'attaque et d'avoir un handle comme ça. On perd énormément de ballons J'avais fait un tweet un peu salé, mais pendant le 6e match, je suis retombé dessus là, il y a quelques jours. Dans le deuxième quart-temps, Jaylen Brown rentre. Il fait sa 3e perte de balle. Il avait joué 10 minutes sur le match. Donc 3 pertes de balles en 10 minutes sur un match 6 de finale, c'est quand même énorme. Et c'est beaucoup trop surtout. Donc voilà. Il perd beaucoup trop de ballons. Il initie pas bien l'attaque. Alors que, à contrario, quand on l'utilise dans un rôle de pur slasher, de pur finisseur, il est excellent. On l'a vu, je sais plus le match. Il y a un match des finales, le premier où il est excellent en deuxième mi-temps, quand il demande vraiment de mettre des paniers. Il prend un coup de chaud, il met des paniers, après on l'utilise en sortie d'écran, tout ça, il est excellent. Donc pourquoi on n'utilise pas Jaylen Brown comme ça? Donc la question sera posée à Ime Udoka, on en parlera juste après. Mais Jaylen Brown cet été va falloir déjà travailler ton handle personnellement, tes prises de décision, parce que là j'ai cru voir le Jaylen Brown de la 2e année, la saison où il y avait Kyrie et tout, où il sortait du banc, où il prenait des décisions parfois incompréhensibles. Donc voilà, j'ai vu un vrai step back de Jaylen Brown cette année par rapport à l'année dernière personnellement. Je sais pas ce que t'en penses toi par exemple Elias, mais si on me demande actuellement si Jaylen Brown a progressé cette année, je sais pas si je réponds oui. Ouais, c'est un bon point là-dessus. Je sais pas s'il a progressé, je sais pas ce que tu en penses Cédric, moi je pense pas. Mais Non, c'est vrai que même défensivement, il a régressé par rapport à l'année dernière. Je le trouvais plus impressionnant que cette année. Je le trouvais un peu surcoté en fait défensivement, donc c'est un peu dur à dire. Mais ouais, non, la saison est bonne parce qu'on n'attend pas de lui ce qu'on attend de Jason Tatum, donc forcément voilà. Mais il y a quand même quelques problèmes. Juste j'en profite pour envoyer un petit message à tous ceux que j'ai vus sur Twitter. Osez dire que Brown était un meilleur joueur que Tatum. Je vous propose d'aller, je sais pas, regarder le cricket ou le vélo, il y a le Tour de France qui commence bientôt, parce que c'est parfait pour vous le basket. Voilà. Bon, par contre, on est d'accord pour dire qu'il peut beaucoup mieux faire et que on espère. Beaucoup d'améliorations. Mais j'aimerais revenir sur Hugo a dit qu'il pourra jamais être un créateur principal. Je pense que je suis assez d'accord là-dessus, mais malheureusement ou pas, je pense qu'on verra quand même des systèmes où il initie l'attaque, parce que si on peut enlever le ballon des mains de Tatum un peu et trouver d'autres manières d'initier les attaques, c'est pas mal. Donc je pense qu'ils continueront à persévérer là-dessus, à voir si ça marche ou pas. Je suis pas convaincu que ça marche, mais peut-être que si son handle devient un peu meilleur et qu'il prend des meilleures décisions, ça peut le faire. On a vu quand même, on en parlera après, mais une amélioration assez impressionnante de Tatum là-dessus en été. Donc pourquoi pas Brown le même travail cet été et la même amélioration là-dessus. Juste pour revenir là-dessus, je suis d'accord, ça peut fonctionner par séquence, mais moi en fait, je parlais plus tu vois, par exemple, dans le deuxième quart-temps, souvent Tatum commence pas et on a vraiment Jaylen Brown en initiateur d'attaque pendant quasiment 5-6 minutes. Pour moi, ça doit cesser. Tu vois, Ouais. par exemple, si je suis d'accord. on le garde en créateur secondaire avec Tatum sur le terrain, là je suis d'accord, ça peut fonctionner, il n'y a pas de souci, mais juste de l'avoir vraiment comme seul créateur sur le terrain, alors qu'il y a Derrick White à côté, et que justement, du coup, on le cantonne à un rôle de spot-up shooter, pour moi, on devrait clairement faire l'inverse, parce que les deux sont meilleurs dans le rôle inverse. Donc, c'est juste ce point-là, moi, qui me dérange. Bah, il vampirise le ballon quand il est dès qu'il y a plus d'atomes sur le terrain, c'est impressionnant, quoi. Moi, je trouve. Ouais, tout en étant complètement absent par moment. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais dit, je sais plus si je l'avais dit publiquement ou pas ou en privé, mais c'est un de mes plus gros problèmes moi personnellement avec lui, c'est il paraît un peu streaky sur son jeu offensif, c'est-à-dire que il va te mettre 12 points d'affilée en 5 tirs, puis après tu vas plus le voir pendant un match entier. Donc c'est bien qu'il mette 12 points dans le premier quart-temps, mais tu vois plus du match, et après Tatum fait tout pendant 24 minutes de seconde mi-temps et on ne gagne pas le match, et après tu vas sur Twitter et tu vois que Jason Tatum est nul et que Jaylen Brown est le meilleur. Enfin bref. Donc
pour moi, il doit trouver un bon équilibre. Je pense une meilleure gestion d'énergie aussi peut-être, parce que s'il donne trop dès le début, il donne pas assez à la fin, et si, au contraire, s'il garde trop au début, bah, il sert à rien. Donc voilà. Je pense Mais qu'il y a une question de son utilisation et de son intelligence autour de ça qui doit être un peu améliorée. je suis d'accord avec toi, Elias. D'ailleurs, bah, on le voit sur les 2 matchs des finales, les 2 matchs qu'on gagne. Tout le monde donne Jaylen Brown MVP. Alors que, Ouais. ouais, il met 15 points en premier quart, mais derrière, il se cache pendant 3 quarts temps et il réapparaît en début de quatrième sur le game 1. Et il me semble que c'est un peu le même scénario sur le game 3 de mémoire. J'ai plus le scénario exact. Mais ouais, non, mais et encore une fois, ma note, juste pour la justifier, je la mets par rapport au joueur qui est supposé être Jaylen Brown. Parce que moi, en début de saison, j'attendais vraiment Jaylen Brown en jouant régulièrement à 25 points, en étant un. Enfin, j'attendais pas un Jaylen Brown aussi dilettante en défense parfois et aussi turnover prone en attaque. J'attendais beaucoup mieux que ça. D'où mon 13 qui est peut-être un peu sévère, mais voilà, c'est un 13 vraiment très conservateur, j'ai envie de dire. Et s'il step up sur les différents points qu'on a évoqués, l'année prochaine, il aura 16-17 et ce sera l'une des meilleures deuxième options de NBA et de très loin, quoi. C'est un peu une note à la Aimé, quoi. C'est-à-dire que je suis dur avec toi, mais je t'aime bien quand même, quoi. Un bon père de famille, Hugo, magnifique. Et donc du coup, voilà pourquoi Jason est devenu notre franchise player incontestable. Merci Jaylen Brown. Parce qu'au départ, au début de saison, on se demandait quand même, il y avait des rumeurs, qui est vraiment le franchise player de Boston. Et ben cette saison, il y en a un, Jason, il a fermé les bouches à tout le monde. Il a progressé dans tous les compartiments du jeu. Moi, il m'a surpris défensivement, franchement. J'étais agréablement surpris. Je me doutais de tous ses talents offensifs, mais je savais pas déjà qu'il ait une régularité au rebond et qu'il ait cette application défensive collective et individuelle. J'ai vraiment été agréablement surpris. Donc, Elias, peut-être pour commencer sur Jason, Ouais, bah, El Magnifico. qu'est-ce qu'on peut dire? On peut quand même, c'est important de parler de sa presque très mauvaise première partie de saison où les tirs rentraient pas, il avait pas l'air très engagé sur le terrain. C'était un peu compliqué, quoi. On se demandait un peu qu'est-ce qui lui arrivait. Mais petit à petit, il arrêtait pas de dire qu'il avait confiance en son jeu, que ça reviendrait tout ça. Et effectivement, c'est revenu. C'est revenu très fort, hein. Il nous a quand même fait des très très belles prestations en saison régulière. Il était très important. Il finit l'année en tant que meilleur joueur de l'équipe de très très loin. Je pense que les questions de qui est le franchise player, des fois, déjà l'année dernière, je comprenais pas trop. Pour moi, ça me paraissait quand même assez clair. Mais là, cette année, il prouve que il peut être un point forward, première option offensive et très très bon défensivement tout en une fois, quoi. Il finit la saison quand même avec 27 points, 8 rebonds et 4,5 assists, sachant que les assists, il en avait quand même beaucoup plus en playoff quand il avait plus la balle. Donc très très bonne progression en playmaking et sur tous les compartiments du playmaking entre guillemets. C'est-à-dire que il arrivait à initier en pick and roll, vraiment en initiateur, il arrivait à drive and kick, il arrivait à trouver le bon joueur ouvert toujours. Et pas que, d'ailleurs, ça se voit pas forcément sur les assists, hein, mais en initiateur d'attaque, de trouver la bonne première passe pour ensuite créer une attaque, soit par Marcus Smart qui fait une deuxième passe, soit en drive, enfin bref. Vraiment assez impressionnant là-dessus. L'évolution en un an comme ça est quand même remarquable. Défensivement, je suis pas surpris de le voir à ce niveau. J'étais surpris plutôt de l'énergie qu'il donnait, surtout en playoff. Il était quand même assez. Il donnait tout ce qu'il avait, quoi, ça se voyait. Et ça s'est vu que malheureusement, physiquement, en finale, il l'a un peu payé. Donc voilà. Globalement, saison presque parfaite. La tâche noire, c'est un peu c'est surtout les finales, quoi. Malheureusement, il s'est pas montré présent assez, euh, assez efficacement. Ça reste le meilleur joueur de l'équipe, même quand j'ai tout ça, ça reste le meilleur joueur de l'équipe qui soit à 70% de son niveau et Jaylen Brown à 130. Pour moi, ça reste le meilleur et le plus important joueur de l'équipe parce que tout tourne autour de lui, toutes les défenses sont concentrées sur lui. C'est clairement, j'aime pas trop ces débats américains, une superstar, c'est clairement une superstar. Je sais pas où on le mettrait top 10, je pense que c'est une bonne place. Faudrait voir devant qui et derrière qui, mais bref. Donc voilà, niveau note, je lui mets un 18 sur 20 parce que il peut faire mieux. Je pense qu'on aurait gagné plus de matchs s'il avait eu ce niveau dès le début de la saison. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer, sachant le nombre de matchs qu'on gagne grâce à lui ou jusqu'où on va en playoff grâce à lui?
Donc voilà, c'est un 18 sur 20 et reste à Boston toute ta vie, s'il te plaît. En début de saison, j'avais vraiment le sentiment de sa prise de poids à l'été là, du coup, il avait plus la même fluidité dans son jeu d'attaque et que ça l'a un peu perturbé. Et on l'a bien vu au bout de 2-3 mois de jeu et à force de jouer, il a repris un rythme et on l'a retrouvé tel qu'il était avant en fait. Hugo, ton point de vue sur Jason? Bah alors, j'ai pas grand chose à ajouter. Juste sur son début de saison, c'est pas forcément une excuse, mais faut dire quand même qu'il sort si on fait son itinéraire des derniers mois, c'est quand même la saison avec la bubble, donc enchaîné avec une saison ultra rapprochée, ultra dense, qu'il termine malheureusement au premier tour des playoffs, mais il enchaîne quasiment juste après avec les Jeux Olympiques. Et là, il enchaîne avec une saison entière qui termine en finale. Donc c'est un peu normal, si je puis dire, qu'il ait été rouillé au début et juste cramé à la fin, parce que il a juste pas coupé depuis 2020 quasiment. Donc je sais que c'est pas forcément une excuse parce que c'est pas le seul dans ce cas-là, mais ça peut être un début d'explication. Donc voilà, couplé au fait qu'il ait énormément joué sur la saison, on disait c'est quasiment le joueur qui a joué le plus de minutes. Enfin, j'ai plus les stats sous les yeux, mais c'est quasiment ça. Donc voilà, c'est sûr que sur la fin, voilà, il était cramé. Sinon, sur début de saison, moi j'étais un peu plus méchant qu'Elias. Bon, j'ai mis 17, mais voilà, j'aurais pu lui mettre 18, honnêtement, 17-18, c'est à peu près la même chose. Donc, saison incroyable. Début de saison un peu compliqué, mais pareil, je peux pas lui en vouloir. D'autant qu'il jouait dans une équipe niveau collectif, c'était un marasme. Il y avait des joueurs qui phagocytaient complètement le système et c'était très très difficile d'en sortir très bon. Donc il a fait de son mieux. Honnêtement, j'ai jamais trop compris les critiques envers Tatum, notamment certains qui le jugeaient trop individualiste. Alors que pour moi, dès le début de saison, il essayait vraiment de lâcher le ballon, etc. Et je l'ai toujours trouvé bon au début de la saison. Et après, au fil de la saison, à partir de janvier, quand les autres ont décidé enfin de mettre des tirs, ses stats ont explosé, ses stats d'assist notamment. Mais honnêtement, son adresse aussi a explosé d'ailleurs. Mais pour moi, en tout cas dans le playmaking, ça a toujours été plus ou moins le même. Il a été très bon au début de saison. Après, là, il a été excellent à partir de janvier, surtout les stats. Mais c'est aussi parce que les autres ont commencé à mieux jouer autour, mais à son initiative, hein, parce que lui a joué tout simplement à partir de janvier à un niveau MVP. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Si on prenait quasiment la saison à partir de janvier, ça serait lui le MVP. Donc maintenant, le challenge, ça va être de faire pareil pour l'an prochain. Et sur les playoffs, j'ai pas grand-chose à rajouter. Premier tour exceptionnel, deuxième tour exceptionnel, troisième tour contre Miami, malgré les critiques sur son adresse exceptionnelle. En finale, il est bon sur les 3-4 premiers matchs. Et après, vraiment, ça commence à être trop dur physiquement. Donc voilà. Donc voilà, c'était un peu plus dur sur la finale. Donc je lui mets 17 parce que voilà, si on a gagné le titre, j'aurais mis 19. Bon, comme il passe un peu à côté de sa finale, c'est difficile de dire ça hein, parce que pour moi, il passe pas vraiment à côté. Mais on va dire que statistiquement, il passe un peu à côté. Donc j'enlève un petit point là-dessus, j'enlève un petit point pour le début de saison. Et voilà, on tombe sur un 17 qui est une excellente note. Et merci Jason. Et honnêtement, Elias l'a dit, reste à Boston toute ta vie et prends du repos cet été, vraiment. Souffle bien. On revient l'année prochaine encore plus fort avec un effectif et un roster amélioré. Et l'année prochaine, joue comme tu as joué en janvier à partir de fin octobre. Et là, tu l'auras ton titre de MVP, la ligue sera à toi. Bon, on est d'accord, on va mettre ça dans les observations. On veut le MVP pour l'année prochaine, pour monsieur Jason Tatum. Comme ça, la messe est dite. Du coup, il y a deux membres du staff et des bureaux qui ont fait leur première saison de leur nouveau rôle. Je veux parler bien sûr de Ime Udoka, qui était nouveau coach et de Boston et nouveau coach tout court, parce qu'il était que assistant avant. Alors, un Ime Udoka qui a été bien critiqué quand même sur la première moitié de saison. Moi, j'ai lu beaucoup de tartes qui lui ont été envoyées. Limite, c'était le mauvais choix pour Boston. Il fallait le virer. Et il a quand même cru en ses choix.
il a instauré Marcus Smart en meneur, il a mis Al Horford et Rob Williams dans la raquette. Au départ, c'était pas très bien vu. Il a insisté et il a travaillé la défense et dès janvier, on a vu tout de suite les résultats. Et là, du coup, on l'a regardé avec un autre regard. Je sais pas ce que t'en penses, Elias. Ouais, sur Ime, comme tout le monde, un début de saison vraiment pas convaincante. C'était un peu un s'en tirer les cheveux par moment. On a parlé de l'association Smart Schroeder en fin de match pendant tout le début de saison qui était absolument catastrophique. On se demandait ce qu'il faisait, à pas s'adapter, à pas changer. Il y a eu d'autres aspects. Pourquoi Kenter joue, enfin, quelques trucs quand même qui étaient assez problématiques. Il y avait un manque de jeu offensif assez flagrant pendant le début de saison, mais on a vu quand même que pendant la deuxième partie de saison, on n'était pas loin d'être la meilleure équipe de la ligue. Donc c'est forcément dû aussi au coaching. Les joueurs ont cru en lui, ils ont l'air de lui faire confiance. Défensivement, les systèmes, tout ça, c'est quand même assez impressionnant. Après, ça reste, je le disais, je sais plus où, mais ça reste aussi beaucoup dû au personnel. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir 5 joueurs, enfin qui peuvent prétendre avoir 5 joueurs, pardon, aussi bons en titulaire et un Grant Williams qui sort du banc, maintenant Derrick White qui sort du banc. Personne peut vraiment avoir un aussi bon personnel défensif, donc forcément ça joue. Mais on a vu qu'au début de saison ça suffisait pas, donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Les joueurs ont cru en son système, les joueurs ont cru en son idéologie, si on peut dire, même si c'est rien de très très compliqué au final. L'idée de, je sais pas qui a eu cette idée, mais de Rob Williams en free safety, en low man, c'était absolument remarquable. Ouais. Ça a complètement débloqué notre défense, Hugo l'a dit. C'était à la fois pour lui individuellement et pour l'équipe en général, c'était le schéma parfait, quoi. Ça marchait très bien. On n'a presque pas payé là-dessus parce que ce que ça peut apporter, hein, c'est-à-dire laisser quelqu'un relativement ouvert, très ouvert à 3 points dans un coin, on l'a presque pas, ça nous a presque pas coûté parce qu'on avait le personnel défensif pour faire les bonnes rotations et toujours être en mouvement. Donc franchement, grosse saison défensive. Petit manque d'adaptation offensive et de créativité, on va dire. Même si en tant que première année, avec des joueurs qui sont pas forcément tous réputés pour leur playmaking et tout ça, on a quand même fait une saison quand même assez satisfaisante offensivement, même si c'est ce qui nous coûte le titre au final. Hein. C'est clairement les Warriors, ils mettent entre 103 et 108 points sur tous leurs matchs en finale, je crois. Nous, c'est nos points à nous qui nous coûtent. Donc voilà. Si je dois lui mettre une note, j'ai pas pensé avant, j'ai oublié, mais je veux dire un bon 15, gentil. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je pense, de la place pour l'amélioration. J'ai aussi personnellement, mais ça c'est un peu dur à prouver, quelques peurs, c'est-à-dire que moi je pense que Will Hardy n'y est pas pour rien, le premier assistant. Je pense qu'il n'y est pas pour rien à cette défense, à ce schéma assez impressionnant. J'ai un peu peur qu'il soit engagé quelque part d'autre dans la ligue et qu'on perde notre mastermind défensif. On verra. Je lui souhaite de trouver un bon poste. Hein. En même temps, s'il pouvait rester à Boston derrière Udoka, ça ne me dérangerait pas. Donc je mets un 15 à lui et un 16 à son coaching staff. Tiens. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire. D'accord. Et toi, Hugo? Alors, j'ai mis 15 aussi, pour les mêmes raisons, parce que, alors, le début de saison, ouais, c'est un problème de personnel. Malgré tout, je pense qu'il aurait dû mieux faire avec son personnel. Donc, c'est pour ces raisons-là que je pense que les critiques étaient quand même justifiées et justifiables. Parce que quand on te donne un effectif, bah, tu dois quand même être en capacité de tirer le meilleur de celui-ci. Donc, au début de saison, c'était compliqué. Après, avec la trade deadline, on lui a mis un roster qui était un peu plus équilibré. Bon, Brad a dû lui forcer la main quand même, hein, pour utiliser notamment Pritchard, il a vraiment dû lui forcer la main. Mais bah, ça s'est révélé être utile, un meilleur roster. Sur la question des deux bigs notamment, bah, oui, bravo à lui d'avoir persévéré malgré tout. Pour pas pour sa défense, mais c'était un peu normal qu'il persévère parce que bah, toute la saison, les analytics étaient dithyrambiques
sur sur ce 5 en fait. Tous les ratings étaient au sommet quand on jouait avec nos 5 titulaires. C'était du 85 de defensive rating quand les 5 étaient sur le terrain. C'était assez absurde. On avait tout simplement le meilleur net rating de la ligue pour un 5 majeur. Donc ouais, c'était un peu normal qu'ils continuent là-dedans. On n'a juste pas eu tout le monde en santé au même moment sur la première partie de saison. Donc voilà, couplé à un banc qui n'apportait pas franchement satisfaction, mais ça a été vite corrigé à la trade deadline. Donc voilà, il y a toujours du travail là-dedans. Et donc j'ai mis 15 aussi parce que pour moi en playoff, il aurait fait des bonnes séries, notamment la série contre les Nets qui est incroyable d'un point de vue défensif. La série contre les Bucks où il fait quelques ajustements aussi de qualité pour mettre à mal Budenholzer. Contre le Heat, il subit pas trop la loi de Spoelstra, ce qui est toujours un bon point vu la qualité d'Eric Spoelstra. Qui était vachement limité quand même entre ses blessures et ses rotations. C'était un peu compliqué pour Spoelstra. C'est vrai qu'il a pas pour sa défense. Il n'a pas non plus le matériel. C'est vrai que ça reste le meilleur coach de la ligue. Hein, voilà. Je le dis. Et par contre, en finale, j'ai trouvé sans réponse en fait à chaque fois que Steve Kerr a proposé quelque chose. Je pense notamment à l'adaptation de Steve Kerr quand il a mis Otto Porter dans le 5, qui a complètement réorganisé, si je puis dire, le 5 des Warriors. Et Udoka, pas franchement agi en conséquence. Et résultat, je crois que après l'intronisation de Porter dans le 5, on perd les 3 matchs qui suivent, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un petit point. Non, c'est ça, c'est exactement ça, Hugo. Un petit point négatif là-dessus. J'aurais préféré qu'au moins, même si ça devait foirer, au moins tenter quelque chose. Je sais pas vraiment ce qu'il aurait pu tenter. Peut-être un peu moins de Grant Williams sur la fin, parce que on l'a dit, il apportait plus énormément sur la fin de série. Peut-être tenter plus de Pritchard ou remettre Tatum en 4 peut-être, tu vois, face aux Warriors. Il y aurait eu plusieurs choses qui auraient mérité d'être tentées. Bon, ça l'a pas fait. Bon, on peut pas. Ça reste un coach rookie, comme il l'a dit. Je crois que c'est un bon article de Jackie McMullan dans The Ringer, si je dis pas de bêtises, un bon article. Ouais, excellent. Où elle parlait justement où elle citait justement Udoka quand il s'adressait à ses joueurs. Il disait, je suis un coach rookie, moi aussi je peux faire des erreurs, etc. Et voilà, donc c'est exactement ça. C'est un coach rookie, il peut faire des erreurs. Maintenant, à lui de prouver qu'il est un très bon coach NBA l'année prochaine. Alors, je pense qu'il a déjà prouvé qu'il était un bon coach. Après, c'est vrai que son côté obstiné peut, on l'a vu en finale, ça a retourné contre lui. C'est-à-dire, il y croit jusqu'au bout et jusqu'au bout, il restera dans ses certitudes, quoi. Donc, quand ça marche, c'est formidable. On est la meilleure défense, tu vois. Mais c'est vrai que quand il est en difficulté, pourtant, il avait réussi contre les Nets, les Bucks et le Heat à faire des ajustements et à s'adapter au cours de match. Mais là, c'est vrai que en finale, il s'est un peu fait surclasser par Steve Kerr, mais c'est bien, il a pris de l'expérience lui aussi, quoi. Donc, ouais, puis en fin de saison régulière aussi, la petite critique qu'on peut lui apporter, même si je sais pas vraiment si c'est légitime, c'est qu'on a vu, il y avait la rotation qui marchait, la rotation à 8 avec Tice Pritchard et White, Pritchard et Grant Williams qui sortaient du banc, pardon. Et il avait du mal à s'en détacher de cette rotation. C'était rare de voir. On voyait Tice en 9e, mais c'était Tatum jouait 39 minutes, Brown 37 et j'ai un peu peur qu'ils reproduisent ça l'année prochaine et qu'on soit un peu trop qu'il y ait trop de minutes sur les joueurs importants et que c'est là qu'on va en arriver à Brad Stevens. J'espère que l'effectif sera suffisamment bon pour faciliter les rotations et que Tatum et Brown puissent jouer 32 minutes ou 33 minutes par match, quoi. En saison régulière, bien sûr. Est-ce qu'il n'avait pas un peu la pression du résultat aussi? Parce que quand il est passé le cap des 50 victoires, on lui a demandé s'il était content en tant que coach et il a dit c'était mon objectif de début de saison. Donc quand tu as des objectifs de ce niveau-là, coach rookie avec des objectifs, ça joue, mais ça joue, quoi. Non, mais je suis d'accord, Elias. Et il y a même, par exemple, un match contre Washington. C'est le match où Tatum passe pour la première fois la barre des 50 points cette année. Où on gagne de 20 points quasiment tout le match et laisse Tatum jusqu'au dernier quart. C'est n'importe quoi. Enfin, il y avait 20 points d'avance à ce moment-là. Et en conférence de presse, il y a un journaliste qui lui demande est-ce que tu l'as remis pour
est-ce que tu l'as laissé jouer finalement pour qu'il mette les 50, pour lui redonner confiance, etc. Et il répond, mais une réponse totalement lunaire, et dit non, je voulais juste gagner le match, alors qu'on était à plus 25 quasiment tout le match. Enfin, des fois, ouais, c'est vraiment trop. Et je pense à un autre match, je crois que c'était contre Orlando, où pareil, le match est gagné, on est à plus 15 dans quasiment tout le dernier quart, et il laisse Jalen Brown jusqu'à 2 minutes de la fin, et il se blesse un peu au poignet. Donc on a tous eu un peu tous peur. Donc ouais, C'était pas Derek White aussi qui s'était blessé en fin de match alors qu'il avait rien à faire sur le terrain? je sais Il plus. avait un problème musculaire à un moment, une fin de match, ça faisait un peu peur. Enfin, ouais, non, c'était ça. C'est C'est possible. une des critiques, mais c'est fréquent avec les coachs rookies qui ont vraiment la pression, qui ont envie de gagner chaque match possible et ça se voyait qu'ils faisaient pas confiance à son banc, quoi. Surtout après la deadline, son banc c'était un patchwork, quoi. C'était des joueurs mis là pour remplir les places du siège, enfin les sièges et c'est tout, quoi. Donc forcément, Mais il leur voilà, faisait pas confiance. c'est Mais aussi, on espère qu'on verra pas ça l'année prochaine, quoi. mais c'est aussi en gros pour ça qu'on lui adresse quelques critiques, même si Bien sûr. on dit pas du tout que c'est un mauvais coach, mais il y a quelques défauts qui ont amené en tout cas la Celtics Nation à critiquer. Par contre, tous ceux qui ont dit qu'il fallait virer Ime en décembre ou en janvier, alors eux, j'ai pas de commentaires à faire sur ces gens-là, mais j'en pense pas moins, quoi. Pareil. Non, Trust c'est the vrai. process, comme disent nos amis. Il faut bien qu'il ait des marges de progression aussi, sinon on serait déjà champion en fait. Hein, donc, bon, et du coup, celui qui nous a permis de vivre cette saison formidable, quand même, c'était notre ancien coach qui a été nommé, qui a remplacé Danny Ainge à l'intersaison. Donc ça a été quand même une grosse surprise et un métier complètement différent. Et du coup, alors comment il s'en est sorti, notre ami Brad Stevens? Bah, plutôt très bien, hein. Moi, si je devais noter Brad Stevens, je lui mettrais 19. Donc, Pouah, meilleure note. ah non, mais honnêtement, tous les moves qu'il a fait, C'est vrai, c'est j'ai vrai. envie de dire que ça a été des home runs. Et bon, je vais pour un peu, je veux pas créer de polémique, etc. Mais juste pour revenir sur un tweet que j'ai vu passer cette semaine, c'était du compte français, ben Celtics France, qui disait, bah, en gros, quand il est arrivé, il avait pas de marge salariale, pas de pic de draft, pas de je sais plus trop quoi, pas de je sais plus trop quoi. Bon, pour remettre un peu les choses dans le contexte, quand il arrive, bon, certes, il a pas de marge salariale, pardon, mais il a quand même tous ses pics de draft jusqu'en 2028. Il a à peu près un peu plus de 11 millions de trade exception à utiliser, et il a quand même quelques marges. Il a des joueurs aussi, des joueurs avec une bonne valeur marchande, si je puis dire. Je parle pas forcément de Kemba Walker qu'il a réussi à échanger, bon, j'en parlerai juste après. Mais bon, il arrive, c'est pas comme s'il n'avait non plus aucun levier à activer pour améliorer l'effectif. Donc il arrive l'été dernier, il utilise le pic de draft, donc le pic 16, pour dump le contrat de Kemba Walker et ramener à leur forme. Donc ça, c'est déjà un très bon move qui a fait home run après coup. Ensuite, il fait aussi Josh Richardson en récupérant quand il est persona non grata à Dallas. Il arrive à le récupérer contre Moses Brown, qui venait justement d'échange à leur forme. Moses Brown, voilà. Bon, je faisais un coucou tout à l'heure à Alan, je vais en faire un autre. Moses Brown, on n'a jamais compris ce joueur, on l'a toujours trouvé nul. Donc voilà, bravo à lui pour son match à 22 rebonds contre nous, 22 rebonds contre nous, hein. mais ça reste un joueur nul. Honnêtement, c'est un des pires joueurs NBA, je pense. Donc voilà, donc récupérer Josh Richardson contre lui, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il a tenté? Bah, à la trade deadline, il tente de ramener Derrick White, ça se révèle être un pari gagnant. Et je mettrai aussi dans le tas l'extension à Rob Williams, qui est comme Elias a dit, un des contrats les plus cheap de la ligue. Donc honnêtement, bah, mention très bien pour Brad Stevens, parce que tous ses moves ont été excellents. Bon, je mets Ouais. juste l'échange de Daniel Tice un peu de côté, parce que bon, pour moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais voilà. J'ai Avec ajouté à sa bonne liste aussi, faut oublier qu'Evan Fournier était agent libre, on a réussi à le faire partir en selling trade, on récupère une grosse exception grâce à ça, presque 18 millions il me semble. Donc Exactement. ça c'est ouais, encore un 17, bon ouais. point. Bon, je sais pas trop comment ça marche maintenant dans la ligue, entre les bonnes ententes entre les front office et tout, et j'imagine que c'est plus Mike Zaren que Brad Stevens qui gère ça, mais ça reste un bon coup de la part du front office et donc de Brad Stevens. Euh, j'ai hésité entre 18 et 19. Bon, bah, si Hugo était 19, moi je vais mettre 18 parce que je vais enlever moins 1 pour Romo Langford. Parce qu'on reste complètement pas optimiste, pas normaux ici. Je pense à Romo Langford, je lui fais des gros bisous. Et voilà, pas grand chose à rajouter. Il a fait
presque l'off-season parfaite. Hein, bon, ça c'est le coup de chance de Dennis Schroeder, mais il faut pas oublier qu'on signe sur la mid-level exception qui est à 5,8 millions l'année dernière, donc c'est exceptionnel. Voilà, la deadline a été bien gérée, il n'a pas eu peur. Il y a une petite critique qu'on pouvait faire à l'époque, je pense pas qu'on puisse se permettre de la faire maintenant, c'est que le trade pour Derrick White était peut-être un peu surpayé, enfin il est même surpayé, mais maintenant en rétrospective c'est pas très grave, c'est le genre de move qu'il faut faire si tu veux être une équipe contender légitime. On rappelle, hein, c'est Derrick White contre Josh Richardson, Romo Langford, le first pick de 2022 et un pick swap en 2028, donc c'est-à-dire que les Spurs sélectionneront au premier tour avec le pick le plus haut entre celui des Celtics et celui des Spurs. Enfin, s'ils choisissent d'échanger bien sûr, mais ils piqueront avec le pick le plus haut évidemment. Donc c'est un peu cher payé. Un pick swap en 2028, ça fait un peu peur, moi je trouve, parce qu'on ne sait pas vraiment où on y sera d'ici là. Mais en même temps, il a osé, il a cru en équipe, là où à une époque où personne n'y croyait vraiment à ce point-là. Donc je pense que c'est plus un bon point qu'un point négatif. Faut voir si il n'a pas le syndrome du GM qui est là pour quelques années et après retourner coacher. Donc faut faire gaffe à pas trop non plus exploser le capital draft pour avoir une bonne équipe sur l'année prochaine et l'année d'après, on va dire. Mais si on se base sur juste cette saison, c'est excellent. Donc 18-19, je pense que c'est la bonne note. Je sais pas s'il a gagné l'exécutif de l'année, j'ai pas fait gaffe. Je pense que c'est le mec de Memphis, c'est sans doute. Mais voilà, donc j'aime son intersaison, j'aime sa deadline. Tout ce qu'il a fait est cohérent et respect. J'aime le fait qu'il n'hésite pas et il attend pas, quoi. Rappelez-vous le trade de Kemba, il est arrivé, c'était un des premiers mouvements de l'été, quoi. Ça a été super rapide, quoi. Et franchement, très surprenant. Mais Danny Ainge l'avait senti, hein, il avait dit qu'il était fait pour ce job. Donc, je pense que quand tu es président des opérations basket à Boston, je sais pas si tu as envie de retourner sur un banc quand tu vois l'expérience de vie des coachs NBA. Après, quand tu sais ce qu'il peut gagner sur le banc de, je sais pas, Indiana en NCAA, à la fac, il avait des offres il avait d'un niveau argent. Ouais. Donc je pense peut-être qu'une fois que ses fils seront plus vieux, c'est un de ses arguments. Il était complètement burn-out pour le coaching. Mais une fois que ses filles sont plus vieilles, qu'il s'est un peu reposé, peut-être qu'il y retournera. Faut pas oublier qu'à la base c'est un coach, c'est pas un joueur. Donc peut-être qu'il aura envie d'y retourner. On verra. Mais très convaincant et grand homme. Et du coup, moi, juste pour parce que Elias vient de le dire, moi j'enlève un point pour Romeo Langford justement, et aussi parce que je vais pas lui mettre 20 parce que j'attends au tournant aussi cet été. On a quand même une Tipeee utilisée, donc il va falloir faire du bon boulot et après, avec toutes les exceptions, etc., bien compléter le roster, parce que je pense qu'on a encore des arguments pour être bien meilleur que cette saison. Donc voilà, là, il est déjà au boulot. J'espère qu'il va nous sortir un autre été de grande qualité et que l'année prochaine, à cette date-là, on sera pas en train d'enregistrer un bilan de saison, mais un bilan de finale, quoi. Il y a jusqu'au 17 juillet même pour utiliser l'ATP d'Evan Fournier. Là. Donc ça va aller très très vite. Mais on aura le temps d'y revenir dans d'autres podcasts que l'on refera par la suite dès qu'il y aura des nouvelles actualités à vous commenter. Bon messieurs, c'était une affaire rondement menée tout ça. On a un peu débordé sur le timing, mais bon. Ça va, c'était fun. On a mis des bonnes notes, on s'est bien amusé. Ouais, je vous ai trouvé quand même beaucoup de bonnes notes. Hein. Y a pas de. Je savais pas trop au début quand je faisais mes petites notes, je savais pas si j'allais être méchant ou pas. Et j'ai un peu modifié au cours du temps. On va voir les retours de l'équipe. J'ai mis un 6 sur 20, donc. C'est vrai. Moi, j'ai préféré ne pas le noter, Messi, parce que j'aurais été trop méchant. Bon, écoutez. Du coup, merci à vous deux d'avoir participé. On se retrouve bientôt. Toi, Hugo, t'as la draft demain, non? C'est une activité chargée, semaine chargée pour toi, là. Bon, après, je suis invité nulle part, etc. Donc, il fait la regarder en tant que pur spectateur cette année, je pense. Mais oui, on parlera un peu de la draft. Du joueur en tout cas qu'on aura sélectionné, si on en sélectionne sur les réseaux et même peut-être avant de faire une preview free agency, on dira quelques mots sur notre nouveau joueur si on a. Ok, Dac.
Et merci à tous. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Who's gonna win it? The Celtics! Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.